Bien le bonjour. Enfin, après ces quelques petits soucis techniques, on va remercier la régie pour tout son travail déjà, pour être là. Merci En ce Virginie. dimanche 5 avril au matin. Bienvenue à toutes et à tous cette neuvième table ronde au-delà du rôle. Pendant à peu près 1 heure et demie, hein, on va essayer d'échanger avec tous les géniaux invités que nous avons là sur ce qui est au centre du jeu de rôle, c'est-à-dire l'humain. L'illustre inconnu que vous écoutez par ici. Il relise depuis 20 ans, auteur de générateur, petit blogueur et professionnel de santé psychologique et comportementale. Et donc, pour parler autour de la table ce matin, on va accueillir Tatiana Dronjac, blogueuse, youtubeuse belge passionnée de Girl Game, à part de jeux de société et de jeux de rôle. Et en cette année, elle est membre d'honneur de la Fédération française de jeux de rôle. Elle met en avant le jeu de rôle d'initiation comme porte d'entrée pour un milieu qui n'est pas toujours simple d'accès. En plus de ça, dans la vraie vie, elle va travailler dans un magasin de jeux et elle est également chroniqueuse à la télévision belge. Vous pouvez la retrouver très régulièrement. Coucou Tatiana. Salut, belle présentation. Merci, merci. On va demander à Kerry de nous rejoindre aussi. Je la vois, elle est par là. Hop, déjà toute prête. Elle est release depuis 15 ans, MJ sur plusieurs jeux dont Tiny ou bien aussi les Légendes de la Garde. Elle est autrice d'un JDR amateur médiéval fantastique qu'elle va faire jouer sur Roll20 et pas mal de parties IRL. Elle a beaucoup joué en club pendant après une dizaine d'années et notamment très intéressant avec un jeune public. Bienvenue Kerry. Bonjour tout le monde. On va souhaiter la bienvenue aussi à Marianne Cléden. Vous pouvez retrouver sur la conve aussi sous Macalice. Elle est autrice littérature de l'imaginaire et de jeux de rôle. Curieuse, plein de jeux. De toute façon, la curiosité, c'est une excellente qualité, surtout pour les rôlistes. Particulièrement attentive aux jeux alternatifs, joueuse, facilitatrice et meneuse, friande de roleplay et de drama. Très investie dans tout ce qui est aussi les notions de sécurité émotionnelle et la défense de la diversité dans le milieu du jeu de rôle. Bienvenue à toi, Marianne. Merci, bonjour tout le monde. Allez, et pour continuer un petit peu de testostérone, avec Alexandre, que vous allez retrouver sous le pseudonyme d'Aligas. Il est release depuis 13 ans, président de l'Oasis Imaginaire, c'est une association de jeux de rôle sur Chartres. Il est aussi auteur de belles ratures sur son blog, La Boîte à dés. Coucou Alexandre. Et tu parles là. Un petit. Bonjour tout le monde. Salut, comment vas-tu? Je vais très bien, il n'y a pas de souci. Allez, et pour finir, et pas de moindre, on accueille Arnaud Cuidé, auteur de jeux de rôle depuis presque 20 ans maintenant. Il a commencé par travailler pour Multisim avec Nephilim 3e édition, ensuite Asmodée avec Cops, super, bon souvenir de Cops, Rakam pour Confrontation AT43. Il a dirigé les magazines Dragon Rouge et Codex Interdit, ainsi qu'une partie de la trad française de Donjons et Dragons, 4e édition. Aujourd'hui, il est l'auteur de ses propres jeux. Donc, vous avez Metal Adventure, dont la campagne 1.5 sur Ulule s'est terminée il y a pas très longtemps avec brio, et aussi donc le jeu Faust Commando. Il est également donc auteur d'une série de romans de science-fiction qui commence avec le Crépuscule des Rois, et ça s'arrête pas là, hein, puisqu'Arnaud est également chaman et militant politique, et c'est aussi un mec vachement intelligent et hyper sympa. Mais ça, c'est pas moi, c'est tout simplement dans mon script. Coucou Arnaud, comment vas-tu? Bonjour tout le monde. Allez, super. Merci, bienvenue. Merci à toutes et à tous d'avoir accepté cette invitation pour cette table ronde. Merci de nous avoir invités. Hein. Merci de ton invitation. Super. Pour toutes nos spectatrices et spectateurs, si vous avez des questions de l'autre côté de l'écran, vous pouvez les rédiger tout au long de la table, et en fonction du temps dont on va disposer en fin de course, on va essayer de faire notre possible pour vous amener quelques réponses. Bon alors, est-ce qu'on n'avancerait pas? Est-ce qu'on se lancerait pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Allons-y. Hein. On est prêt. Allez. Dans le vif directement. Alors le jeu de rôle, donc on sait que c'est un loisir de l'imaginaire, l'interprétation. On va y retrouver des moments d'aventure, d'émotion. Aujourd'hui, on va lui prêter beaucoup de vertus, que ça soit déjà des vertus de plaisir, de loisir, d'amusement pour se retrouver, des vertus éducatives, thérapeutiques, émancipatrices. On en retrouve même l'usage aujourd'hui dans le milieu professionnel, ce qui fait sens un petit peu avec toutes les connaissances grandissantes qu'on a aujourd'hui en sociaux, en psycho, tout ce qui traite de l'être humain. Et donc l'impact du jeu de rôle sur ceux qui ont une activité quelle qu'elle soit, en tout cas pour toutes les personnes ici présentes, je pense que c'est plus du tout à prouver. Donc pour commencer, je vais vous demander un petit peu quelle place on va accorder en fait à la personne, à l'être derrière le personnage fictif, c'est-à-dire en quoi la pratique du jeu de rôle vous a apporté quelque chose dans votre vie, qu'est-ce que ça a nourri pour la personne que vous êtes, pourquoi en fait il faut accorder aussi
de l'importance et de l'attention à la personne à travers le biais du jeu de rôle. Alors, est-ce que quelqu'un a envie de se lancer? Peut-être, une de nos demoiselles, une de nos dames, puisqu'elles sont là quand même, qui a envie de commencer? Allez, on va Allez essayer. Kerry, on C'est t'écoute. parti. Donc la place que j'accorde, à la personne en fait derrière au joueur derrière le personnage, on va dire ça comme ça. Ben, je vais commencer par le jeune public parce que c'est à eux que j'ai pensé en premier. Du coup, en fait, pour faire situer rapidement en anecdote, on était 10 une après-midi dans un club de jeux de rôle. Et puis, bah, ça arrive, pas l'envie de jouer à Magic, pas l'envie de jouer à quoi que ce soit, personne n'a de scénario sous la main. Et en fait, on a improvisé, enfin j'ai improvisé comme ça un petit jeu où bah, dites-moi quel rôle vous voulez faire, guerrier, etc. Donc déjà, en fait, on repère très rapidement les caractères derrière les réactions premières. On voit tout de suite celui qui va foncer tête la première, celui qui va être timide, introverti. Euh, on a un panel de personnalités très très varié, très différent, unique pour chacun. Et en tant que MJ, c'est un petit en tant que joueur aussi, on peut le voir, mais en tant que MJ, on peut le voir plus facilement quand on a des petits apartés. Et c'est là qu'on peut commencer à prendre plus, à donner plus de place à la personne pour pas la brusquer, pour essayer d'enlever cette timidité, essayer de faire évoluer dans le bon sens la personnalité de tout le monde et surtout en continuant de s'amuser. C'est l'essentiel. Je te remercie. Qui d'autre a envie d'ajouter quelque chose, de partager un petit peu son expérience par rapport à toute l'importance du jeu de rôle, tout ce que ça peut apporter dans la vie, comment ça peut nous nourrir? Arnaud, tu as envie de dire quelque chose? Tu es bien silencieux. Non, je m'exclamais parce que je croyais avoir perdu la connexion. Mais si tu veux, ouais, je peux compléter. Allez, Euh, on t'écoute. et ben, oui, moi je pense que évidemment, il faut accorder beaucoup de place à l'individu derrière le rôle. Moi, ma conviction, en fait, c'est que la plupart du temps, sinon tout le temps, quand on joue un personnage de jeu de rôle, en fait, on se joue soi-même, ou en tout cas un aspect de soi-même, peut-être qu'on n'a pas forcément l'occasion ou la possibilité de vivre ou de montrer dans la vie de tous les jours. Et du coup, je pense que certaines parties de jeu de rôle, ou peut-être même toutes les parties de jeu de rôle, peuvent être des expériences très enrichissantes pour les participants. Euh, Ce qui implique aussi de faire très attention à ça, effectivement, sur la sécurité émotionnelle, et puis de peut-être aussi dans l'écriture des scénarios pour faire en sorte que ça se passe bien, et puis susciter le fait que ces parties de nous-mêmes que nous dévoilons, ce soit les plus positives possibles. Voilà. Ouais, tout à fait, je te rejoins beaucoup sur, le côté qu'à chaque fois qu'on va jouer justement, il y a aussi des parties de soi forcément, hein, parce qu'il y a tout ce contact émotionnel qu'on va avoir, de ce qu'on va vivre dans le jeu. Tiens, Tatiana, est-ce que tu as envie de nous partager un petit peu toi ce que ça apporte, tout l'intérêt à apporter en fait à la personne aussi, à travers le jeu de rôle? Mais oui, en fait, pour moi, le jeu de rôle, que ce soit du côté du MJ autant que du côté du joueur, j'ai tendance à penser que c'est quelque chose qui va pouvoir te permettre de mettre en jeu des mécaniques de, comment dire? De communication, en fait, qui vont t'apprendre à t'exprimer, à synthétiser des avis, à raconter des choses, à décrire et comme je dis, d'un côté comme de l'autre. De mon expérience tant que MJ que joueuse, c'est complémentaire parce que ça apporte des choses que vraiment on n'a peut-être jamais l'occasion de développer dans sa vie. Comment est-ce qu'on peut, décider d'apprendre à réagir du tac au tac dans des situations de stress, des coups de pression que le meneur de jeu ou la meneuse de jeu peut te mettre? Comment justement en tant que meneur ou meneuse, tu peux apprendre à raconter tes histoires, à arriver à un but, à enrober, à, embrouiller tes joueurs aussi. C'est en fait, c'est tout des pour moi, tous des skills, sociaux qu'on ne développe pratiquement jamais parce qu'on fait des métiers qui sont, pas forcément toujours humains ou peut-être un peu trop techniques. Ou même dans mon cas, je fais un métier hyper social, mais n'empêche que c'est vraiment une expérience qui est hyper riche et qui peut après te servir dans la vraie vie pour plein d'autres choses, ne serait-ce que simplement l'aisance de prendre la parole en public, ça change tout, clairement. Ça c'est sûr que pour tout ce qui est, expression, verbale, c'est
un sacré bonus, une sacrée aide, hein. On a, je pense, tous et toutes, dans nos souvenirs de release, qu'on soit plus ou moins jeune, plus ou moins ancien, des rencontres avec, nous, quand on était des débutants, quand après on avait plus de bouteilles, on a accueilli aussi des débutantes et des débutants sur des tables qui étaient tout timides et qui n'osaient pas forcément, et avoir d'un seul coup ce rôle aussi, peut-être de les accompagner, de les inviter à pouvoir développer un peu plus de confiance, comment ils vont s'exprimer. Alexandre, toi, comment tu as vécu tout ce que t'a apporté le jeu de rôle? Qu'est-ce que ça te dit, toi, cette question? Ah bah, moi, le jeu de rôle, ça m'a apporté beaucoup de choses. Quand j'ai commencé le jeu de rôle, je sortais de 5 ans d'alternance de comptabilité, donc j'étais la tête dans le guidon. J'avais perdu quasiment la totalité des amis parce que entre le travail et puis les études, tu voyais personne. Et donc, quand j'ai rencontré des gens pour commencer à faire un jeu de rôle, très vite, ce sont devenus des amis. C'est ça que je trouve qui est très bien dans le jeu de rôle, c'est comme on s'ouvre plus sous le couvert d'un personnage que quand on rencontre des gens. On tisse tout de suite des liens avec les joueurs, avec les autres joueurs, et c'est quelque chose qui, pour moi, ne se retrouve nulle part ailleurs. C'est vraiment le plus du jeu de rôle par rapport à n'importe quel autre jeu, que ce soit jeu vidéo, jeu de société ou quoi que ce soit. Mmh. Ah ouais, tout à fait, il y a ce lien. Alors la relation humaine, c'est quand même un petit peu au cœur du jeu de rôle, il me semble. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Marianne? Alors, moi, du coup, c'est vrai que j'ai pas de souci de timidité. Je m'exprime, avec aisance à l'oral puisque c'est, en grande partie mon métier, puisque je suis prof. Ma pratique, du jeu de rôle, en fait, au début, ça a été, dans un cadre amical où ça prolongeait simplement, en fait, les bons moments qu'on passait, entre amis. Voilà, c'était juste une autre manière de passer du bon temps je dois dire qu'en fait, pour moi, le jeu de rôle, à la base, c'est ça, c'est vraiment, un loisir, qui s'inscrit totalement dans le prolongement de ma vie d'autrice, de ma vie, amicale, de ma vie, professionnelle même puisqu'évidemment, j'ai c'est quelque chose que j'ai transposé aussi, dans mes classes. Donc oui, du coup, ça m'a pas, apporté en fait, c'est plus le contraire. J'ai l'impression que c'est plutôt moi toutes mes autres expériences qui apportaient à ma pratique, du jeu de rôle. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Après quand j'ai découvert le jeu de rôle en ligne, ce qui était bien, c'est que je suis allée, plus loin, notamment avec les jeux alternatifs, dans des expériences, plus alternatives. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, surtout quand on joue en ligne avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est important, d'établir des liens de confiance, notamment grâce, à des mécanismes des outils de sécurité, émotionnelle. Voilà, pour moi, le jeu de rôle, c'est avant tout, de l'amusement et un prolongement de tout ce qu'il y a déjà dans ma vie, en fait. OK, super. Et s'il devait y avoir peut-être, une chose, à soulever pour vous, vraiment de manière très personnelle sur ce que le jeu de rôle a pu vous apporter, hein, en termes de ressources, en termes de qualité d'être, de compétences, qu'est-ce que ça serait, par exemple? Moi, je sais que ça m'a comme, peut-être pas mal de personnes, donc j'ai découvert ça assez jeune, donc aux alentours de 10 ans, par d'autres biais, des vieux jeux de plateau avec des figurines, HeroQuest, des trucs comme ça. Donc quand je suis rentré dedans un peu plus, de manière un peu plus importante, c'était vraiment, au début de l'adolescence. Et je sais qu'avec, comme tu as dit, hein, Marianne, il y a tout ce côté, on est entre amis. En fait, on continue à passer des bons moments ensemble et en même temps, ça nous a permis, moi j'observe, de beaucoup expérimenter en fait quel lien on va dire et quelles références on pouvait aller, jusqu'à quel point on pouvait se pousser un petit peu à aller se chercher au niveau émotionnel. Donc moi, je sais que ça m'a apporté beaucoup en termes de gestion émotionnelle et de compréhension aussi de vraiment d'intégrer que tout le monde est différent et une même scène, une même expérience, on la vit émotionnellement de très différents. Donc moi, je sais qu'en termes de gestion émotionnelle et de connaissance de moi, ça m'a beaucoup apporté. Qu'est-ce que ça serait pour toi, Kerry, par exemple? Qu'est-ce que ça t'aurait apporté de plus important, ta pratique dans le jeu de rôle? Moi, j'ai découvert le jeu de rôle, j'ai déménagé, en fait. Et j'étais coupée de tous les copains et copines. Je me suis demandé ce qu'il y avait comme association près de chez moi. Et il y avait un club de jeux de rôle, je connaissais pas du tout. Et c'était décrit comme du théâtre à l'époque.
je me suis dit, bah tiens, j'ai toujours envie d'essayer. J'y suis allée et j'ai découvert plein de personnalités. Je suis tombée dans un monde, on va pas se mentir, hein, majoritairement masculin, donc un petit peu intimidant du haut de mes 15 ans. Avec, c'était la première fois que je me retrouvais à parler chiffon avec des personnes qui sont pas de ma famille et qui avaient plus de 50 balais, comme si de rien n'était, au détour au coin de la rue en fait. Et ce que ça m'a apporté personnellement, bah déjà je parlais de timidité tout à l'heure, moi elle a volé en éclats, donc je pense qu'il y a plein de rôlistes à qui ça a dû arriver. Et puis j'ai découvert qu'on pouvait effectivement, comme disait Marianne tout à l'heure, on se découvre en fait des compétences, des capacités qu'on se devinait pas et qu'on peut pas utiliser dans le monde de tous les jours, ni au lycée à l'époque, ni au travail aujourd'hui. Et ça j'ai transcendé la personne que j'étais à l'époque. Peut-être que le mot est un peu fort. Et, euh, et maintenant, je repense avec nostalgie à tout ça, mais puis je continue d'évoluer toujours plus. Alors Bah, juste, merci. pour rendre Ouais. à Tatiana ce qui est à Tatiana, je crois que c'était Pardon, oui, c'était Tatiana qui disait Tatiana, ça. c'est vrai. En plus, je regardais son image. C'est pas grave. Bah, du coup, Tatiana, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, de plus important dans ta vie, le fait d'avoir cette pratique? D'un point de vue purement intellectuel, c'est l'esprit de synthèse parce que j'ai pas du tout l'esprit cartésien. Moi, je suis plutôt créative, j'aime bien raconter des choses, j'aime bien la littérature, mais bizarrement, la pratique du jeu de rôle et surtout la lecture des règles et cetera, ça m'a permis vraiment de réussir à focaliser mon esprit, de convertir une règle mathématique en quelque chose de ludique et de fun. Mais après, d'un point de vue plus personnel, ce que je disais un peu plus tôt par rapport au fait de s'ouvrir aux gens, beh, à la base, clairement, c'est quelque chose qui était difficile pour moi. Je créais des mondes dans ma tête, mais impossible de les transmettre aux autres. Et à la base, moi, j'ai commencé par le GN et puis après le jeu de rôle sur table. Et clairement, le fait d'avoir des interactions avec des gens que je connaissais pas du tout, de devoir réussir à donner corps à un personnage, c'était quelque chose au début qui était au-dessus de mes forces. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu vraiment beaucoup plus naturel au point que dans une même journée, j'avais aucun problème à passer d'un personnage à un autre avec des intérêts divergents, de pouvoir vraiment me glisser dans la peau de quelqu'un d'autre et envisager plein de possibilités. Et je pense que c'est l'aspect sociabilité et l'aspect plus cohérence qui vraiment que j'ai pu développer au fil des années grâce à la pratique du jeu de rôle. C'est vrai que En ça fait, hein. force à sortir de sa zone de confort tout un paquet Mmh. de fois. Ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alexandre, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus important dans ta vie, de pratiquer le jeu de rôle? Bah, donc, comme j'avais dit, bah, moi, ça m'a apporté vraiment mes meilleurs amis. Et je vais rejoindre ce qu'ont dit Tetana et Kiri. C'est vraiment le fait de sortir de sa zone de confort. Moi, j'ai toujours pratiqué le jeu de rôle en physique surtout. Donc, ça a tout de suite été aller rencontrer des gens, enfin, déjà s'inclure dans des tables qui existaient déjà. Et après, pouvoir mener des projets justement, bah, la création d'une asso pour regrouper tout le monde, accueillir des gens, c'est vraiment, s'ouvrir sur l'extérieur. C'est quelque chose que, je n'avais jamais fait jusque-là et ça m'a vraiment, ouvert des portes, en fait. Ça m'a vraiment, donné confiance en moi, ça m'a développé personnellement quelque chose d'assez impressionnant. Arnaud, qu'est-ce que ça te dit, toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus important dans ta vie, le fait de pratiquer du jeu de rôle, à travers toutes ces années? Hem, bah, ça m'a apporté, beaucoup de choses, hein, un peu comme tout le monde, le fait de sortir de sa zone de confort, de ouais, de sublimer sa timidité, tout ça. Mais la chose la plus importante que ça m'a apporté, bah, en fait, il y a une bonne dizaine d'années maintenant, j'ai fait une partie de jeu de rôle qui a complètement transformé ma vie. Voilà, donc c'était une partie qui était maîtrisée par Jérôme Verschueren, qui se trouvait être l'auteur de World War Korea, mais qui ce jour-là nous maîtrisait une partie d'Aberrante. Et ça a été émotionnellement tellement fort que bah, c'est ça qui a fait que j'ai voulu devenir militant politique. Et je crois même qu'indirectement, ça a déclenché toutes sortes de questionnements philosophiques et même spirituels. Et je pense qu'indirectement, c'est cette partie-là aussi qui a fait
que je suis devenu chaman. Voilà, donc ça a été une véritable transformation. Sacrée transformation, hein, c'est une éclosion, une belle Ah bah, éclosion. c'était ma crise de... Je pense que il a déclenché ma crise de la quarantaine. Il faut Et quelque pour chose. toi, ah bah oui. Et pour toi, Marianne, alors qu'est-ce que ça t'a apporté de plus important dans ta vie à la pratique du jeu de rôle? Ben, comme je disais tout à l'heure, le jeu de rôle, ça s'inscrivait un petit peu dans le prolongement de ma vie, donc même l'écriture de jeux de rôle, puisque j'écrivais avant les jeux de rôle. Mais justement, peut-être, par rapport à ce que Tatiana évoquait tout à l'heure, au niveau de la créativité, je pense que c'est ça, au bout d'un moment, que j'ai commencé à rechercher, notamment avec, les jeux de rôle alternatifs. Essayer, d'aller plus loin dans la façon de mettre son personnage en danger, de faire, plus de drama aussi. J'ai découvert des jeux, en fait, où oui, les personnages avaient des vraies relations, des vraies disputes, des vrais moments de grâce, ensemble. Et du coup, c'était vraiment des histoires, qu'on écrivait ensemble, pour certaines parties, en fait. Ça marche pas comme ça avec tout. Mais oui, il y a vraiment des fois des moments de communion et des très belles, parties qui se font. Et c'est peut-être, ouais, ces instants de grâce, que ça m'apporte, que je recherche, des fois, dans le jeu de rôle. Eh ben merci. Ça en fait quand même pas mal de choses, hein, qu'on retrouve qui apportent pas mal, hein. J'ai entendu beaucoup le fait de sortir de sa zone de confort, tout ce qui était des prises de conscience des fois, par rapport à soi, par rapport aux autres, hein. Il y a quelque chose qui était, très intéressant aussi qu'a dit Tatiana, en fait, c'est, on apprend à connecter nos 2 hémisphères, hein, entre l'hémisphère, créatif et l'hémisphère un peu plus analytique. Tout ce qui est en lien avec les émotions et bien sûr toutes les compétences de communication, sans compter le lien social et tout ce que ça peut inclure. Donc je présuppose pour chacune et chacun d'entre vous que peut-être aussi cette pratique du jeu de rôle, tout ce que ça a pu vous apporter, on va dire, à travers le jeu de rôle, a eu peut-être des répercussions et aussi un impact, une influence dans comment ça vous a nourri aussi dans votre vie à côté du jeu de rôle. J'en vois certains faire un wikiri par exemple. Qu'est-ce que ça te... Oui, parce que, bah, du coup, il n'y avait pas moyen de me faire parler devant un public étant plus petite. Et après l'exposition, on va dire, au public du jeu de rôle, se retrouver à devoir expliquer ce qu'un pirate de l'espace pourrait bien faire comme diversion en plein milieu enfin, face à des gardes, alors que j'avais jamais pratiqué de jeu de rôle auparavant. Ben, ça pousse à se poser des questions qu'on s'est jamais posées et, euh, et auxquelles en plus on apporte un peu de sa personnalité à table et on découvre d'autres personnalités. On découvre ce qu'est le rôle du MJ qui anime les ennemis mais qui n'est pas un ennemi, où on ressort un peu tous gagnants à la fin de la soirée. Autant le MJ s'est amusé à décrire le personnage et autant les joueurs se sont amusés dedans cet univers totalement créé. Et ce que ça m'a apporté, moi, c'est ben maintenant je suis en table ronde en fait, chose que j'aurais jamais cru possible il y a 15 ans. J'ai joué avec une dizaine d'enfants pendant des années sur un jeu totalement imaginé qui sortait que de ma tête et que pareil, je me serais pas soupçonnée de pouvoir faire ça. Et puis bah voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté les autres en effet de rebond entre votre rapport à l'apport grâce, on va dire, à travers le jeu de rôle? Est-ce que ça vous a amené dans votre vie professionnelle ou personnelle à côté? Alexandre, je vois tes lèvres remuer. Non, je réfléchissais. Désolé. Parce que la question est un peu complète. Moi, pareil que Kiri, ça m'a vraiment permis de beaucoup mieux m'exprimer, de beaucoup plus m'ouvrir aux autres. Et ça a eu vraiment des impacts. Et puis, c'est un loisir, même si qui est pas encore hyper hyper mainstream ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose que tout le monde a entendu parler plus ou moins.
Et ça fait des fois un sujet de conversation intéressant avec les gens pour justement leur expliquer ce que c'est, défaire les illusions qu'ils ont un petit peu. Mais ça permet de discuter, d'expliquer des choses différemment. Et moi, je trouve que ça m'a vraiment permis de remettre en question certaines choses qu'on semble acquis quand on sait, c'est qu'un jeu, mais quand on se retrouve devant une scène qui vous retourne les tripes, on se dit comment je réagirais vraiment et ce que ça t'apporte, ça fait relativiser un peu, je pense. Yes. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose par rapport à ça? Moi, j'ai envie de parler d'un truc que j'ai remarqué vraiment sur le tard, c'est, dans les tables que je menais ou celles où je joue, c'est, le développement de l'empathie, mais du côté plus observation. Tu vois, je regarde des gens jouer, je regarde des gens mener, je me dis: «Ah tiens, c'est comme ça que je veux faire. Ça a l'air intéressant. Comment il ou elle fait pour amener ce genre de choses à table?» Et donc du coup, ça me pousse aussi un peu plus, regarder les gens, essayer d'analyser leur comportement, les voix, les mots qu'ils utilisent et de m'en inspirer pour rendre justement de plus en plus pratique, de plus en plus vivante la pratique, que ce soit de meneuse ou de joueuse. Et ça aussi, c'est un truc qui est pas inintéressant. Yes. Marianne, Arnaud, vous voulez rajouter quelque chose? Heu, Bah, moi toujours dans le volet création en fait, enfin le JDR pour moi c'est quelque chose qui s'inscrit dans une case, loisir, plus grande qui est celle, du jeu en général donc puisque je fais aussi du jeu de rôle grandeur nature et beaucoup de jeux de société. Et du coup, pour moi, c'est là où le jeu de rôle va alimenter d'autres choses, c'est plutôt, justement, le jeu de plateau, et le jeu de rôle grandeur nature et inversement les 2 autres vont apporter, des choses à ma pratique de JDR. Heu et du coup, j'avais remarqué ça et ça m'avait inspiré même, la de monter un podcast sur, les parallèles entre les 3. Et c'est plus, à ce niveau-là, en fait, où tout est complémentaire. Après enfin, encore une fois, moi, j'ai vraiment le parcours inverse, hein. J'ai l'impression de la plupart où en fait, je ouais, le jeu de rôle, pour moi, c'est pas quelque chose qui a changé beaucoup de choses, dans ma vie de tous les jours, sachant que j'avais a priori, déjà, la plupart des «compétences» entre guillemets requises pour, faire du jeu de rôle. Yes, merci. Arnaud, il y a une pierre que tu souhaiterais rajouter? Moi, c'est un peu particulier parce que forcément le jeu de rôle a beaucoup changé de choses dans ma vie professionnelle puisque c'est devenu ma vie professionnelle. Donc à partir de là, c'est compliqué, pour moi d'identifier, spécifiquement ce que la pratique du jeu de rôle en tant que joueur, impacte ma vie professionnelle puisque ma vie professionnelle, c'est aussi de concevoir du jeu de rôle. Donc je suis pas sûr d'avoir quelque chose de super intelligent à raconter là-dessus. Ah, on avait dit en début, hein, qu'il était intelligent, il savait qu'on va parler. Bah, écoutez, je vous remercie, pour cette première question, ce premier échange. Si vous voulez bien, on va aborder, un sujet un peu plus, heu, un peu plus étrange, ou en tout cas qui pousse souvent un petit peu aux échanges, parfois, un petit peu, il y a de l'animosité, des fois il y a de l'incompréhension, surtout aujourd'hui, parce que socialement, on observe, beaucoup de mouvements. On va parler en fait de la place des femmes dans le jeu de rôle. Donc depuis pas mal d'années, on voit beaucoup de mouvements féminins, féministes. Il y a aussi tout le contexte, hein, qu'on vit actuellement de cette quatrième révolution industrielle, avec tout ce qui est explosion de l'internet, de la culture de l'instantané. Donc c'est vrai que j'avais envie de vous questionner, d'amener un petit peu cette question de la place des femmes en fait, et quelles évolutions vous avez pu observer dans le jeu de rôle, s'il y a eu des changements de paradigme au cours de la dernière décennie, s'il y avait quelque chose qui s'accélérait par rapport aux influences qu'elles peuvent avoir dans la manière dont on va traiter le jeu de rôle, son évolution, peut-être la place aussi que vous avez pu observer, ou votre sentiment sur quelle place on accorde aux autrices de jeux de rôle aujourd'hui par rapport peut-être à il y a 10 ou 15 ans en arrière. Donc voilà, tout ce qui est un peu le cadre social et aussi le cadre en jeu.
Alors, qui a quelque chose, à nous donner? Tatiana? Allez, je me lance. Moi, c'est vraiment au niveau, visibilité. Il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé, j'avais l'impression qu'il y avait effectivement des femmes rôlistes, surtout parce que dans le milieu du grandeur nature, c'est souvent interconnecté, mais c'était quelque chose qui n'était pas aussi commun et j'ai l'impression que de plus en plus, on voit des filles prendre le lead là-dessus parce que c'est une chose d'être joueuse, ça c'est quelque chose qui est plus ou moins partagé par tout le monde, mais le fait de mener des parties de jeux de rôle, ça c'est par contre, beaucoup plus rare. Il y en a, mais c'est clairement loin d'être une majorité et j'ai l'impression que depuis, allez, 2 3 ans en francophonie, un petit peu plus en création anglophone, on a vraiment un mouvement de création qui essaye de faire en sorte d'attirer les femmes au jeu, en proposant peut-être des jeux avec, des expériences un peu différentes que, des choses, enfin peut-être des choses un peu plus narratives ou un peu spéciales, des univers qu'on pourrait, taxer de féminin ou quoi que ce soit, ou tout simplement le fait de proposer des pré-tirés où tu as autant de personnages féminins que masculins qui, normalement, serait la base, mais n'est pas encore respecté partout. Mais en tout cas, il y a clairement plein d'efforts qui vont dans ce sens-là. Yes, je te rejoins, tout à fait, hein, sur, cette espèce de de focus qui est fait, notamment, bah, enfin, moi, j'observe beaucoup de nouveaux jeux, en tout cas, ou d'anciens jeux dans de nouvelles éditions qui amènent, on va dire les femmes, comme tu disais, par exemple, pour les pré-tirés, c'est, au moins 50, des fois, voire un peu plus même, on arrive à trouver, et où elles vont avoir des représentations en jeu qui ont beaucoup bougé aussi. Comme, je vous avais dit, voilà, moi je prends l'exemple, là, très récent, de la 4e édition de Warhammer où, dans, souvent les scénarios officiels ou dans tout ce qui est proposé, il y a plus de distinguo entre, bah, c'est, les femmes ne sont pas forcément trop représentées dans des domaines militaires et plutôt dans des domaines, civils. Il y a vraiment quelque chose qui a été basculé à ce niveau-là et qui est très intéressant. Qu'est-ce que vous avez observé, vous autres? Tiens, par exemple, Kiri, je te vois faire des petits hochements de tête depuis tout à l'heure. Parce que je suis d'accord avec ce que Tatiana dit. C'est vrai que, bah, moi, je vais reprendre par rapport à mon expérience telle que je l'ai découverte au fur et à mesure. Lorsque je suis arrivée, comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, je suis arrivée dans un club de jeux de rôle à 15 ans et je suis tombée face à des hommes de tout âge et que des hommes. Et on était 40 là-dedans et c'était la panique à bord. Qu'est-ce que je dis? Comment je dois me comporter? Bon, est-ce que je dois mettre des grandes tapes dans le dos de tout le monde, moi aussi? Cliché. Donc, ben, on s'adapte en fait, et puis on se rend compte qu'il y a autant de bienveillance que de fourberie. On va pas se mentir. Et donc on se dit bah je suis toute seule, je suis une pour 40. Et puis après on voit que les premières filles qu'on croise c'est des copines d'eux, donc elles font du jeu de rôle parce qu'ils font du jeu de rôle. Et après en apprenant à discuter avec elles et en découvrant de plus en plus de monde, en allant en convention, en fait on réalise que on n'était pas spécialement mise en avant au début parce qu'il n'y avait pas forcément les outils pour. Maintenant qu'on a les blogs, etc., les sites qui sortent, les podcasts, on voit qu'en fait, il y a de plus en plus de filles qui s'intéressent au sujet et que c'est pas juste les copines d'eux, c'est vraiment de leur initiative, ça leur plaît, euh, c'est euh, c'est un un passe-temps, une passion à part entière pour les femmes aussi, de plus en plus, pardon. Et ça fait grandement plaisir. Je te remercie. Tiens, Alexandre. Oui, bah, moi je vais vraiment rejoindre Kiri sur son expérience, parce que avant d'arriver au jeu de rôle, je faisais beaucoup de forums RP, et là en effet il y avait beaucoup de femmes qui jouaient. Et quand j'ai commencé le jeu de rôle, bah, on s'est retrouvé la toute première table. Il y avait en effet une fille pour cinq autres joueurs. Ça faisait vraiment très différent. Et là, donc depuis 13 ans, on voit que ça a quand même vraiment évolué. Moi, maintenant, hors association, j'ai une table, on est à la parité complète sur une campagne à long terme. Et dans l'association, on a à peu près 20 à 30% de filles, de femmes qui tournent autour de l'association ou qui en font partie. Et donc, c'est vraiment, en effet, il y a une grosse évolution et qui se rapproche assez, je trouve, de l'évolution qu'il y a eu dans le monde du jeu de société.
où il y a encore 10 ans, le jeu de société c'était assez fermé. Donc tu avais surtout des gros joueurs de jeux de plateau ou de jeux avec les petits cubes made in Allemagne, donc des jeux assez longs. Et au fur et à mesure, on a vu que ça s'est ouvert. Tu as eu de plus en plus des jeux attractifs. Le jeu de société est devenu vraiment mainstream et donc tu as eu vraiment beaucoup de personnes qui sont venues. C'est bien, la société où je faisais partie, on est passé de 15 personnes à 80 personnes en 10 ans. Et dedans, on est quasiment à la parité. On n'est plus juste à la petite copine du joueur qui est un peu ouvert d'esprit, qui veut tester ce qui se passe, mais vraiment à des gens qui sont demandeurs, qui veulent tester. Et je pense que dans le jeu de rôle, on suit la même tendance, mais malheureusement avec beaucoup de retard, je trouve, parce que malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas encore assez de femmes qui font des jeux de rôle, et c'est un gros manque parce que il y a beaucoup de choses qu'elles peuvent que peuvent apporter que le joueur classique n'a pas à l'idée. C'est vraiment à l'image de ce que je vivais dans les forums roleplay. Donc je trouve vraiment qu'il y a encore du progrès à faire, mais c'est en bonne voie. Ça se voit entre justement les différentes actions qui sont faites sur Facebook, et surtout du côté des let's play où on voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui jouent, voire qui animent les parties, et c'est vraiment un plus, et je pense qu'il y a beaucoup à apprendre. Il faut vraiment les accueillir, les aider à s'installer dans le monde du jeu de rôle. Il y a vraiment des choses à faire, je pense. Je te remercie. Maria, Arnaud, il y a quelque chose que vous souhaiteriez partager par rapport à ça? Moi, de mon expérience, en fait, encore une fois, j'ai pas la même, donc c'est un peu voilà, mais du coup, j'imagine que ça peut aussi, donner un autre point de vue, donc Bien sûr. voilà, non, moi, en fait, quand j'ai commencé le jeu de rôle, il y a un certain temps, au moins, ouh là, 25 ans, je dirais. Comme c'était dans un cadre, amical, on était tous d'accord pour jouer. Il y avait, voilà, et puis on était, des amis, IE, et voilà, ça s'est toujours passé dans un cadre, très paritaire. Heu Aussi bien les uns les unes que les autres, on a mené, on a joué, donc il y avait, vraiment aucun souci de ce côté. Après, quand j'ai découvert, d'autres formes de jeux de rôle et que mes amis, physiques, on va dire, ne m'ont pas suivie, parce que c'était pas leur tasse de thé et qu'ils préféraient des jeux plus traditionnels, qui étaient plus confortables, pour eux. Ouais, j'ai rencontré des gens dans des communautés, en particulier, les courants alternatifs, où j'étais avec, c'est vrai, du coup, une majorité, de joueurs, masculins, mais pour autant, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait un type de jeu, particulièrement féminin ou masculin, ou même des jeux féminins ou masculins, et j'ai appris vraiment enfin, à jouer du drama, c'est-à-dire à jouer, en exacerbant les émotions des personnages, et en insistant sur, les liens qui se tissent entre les personnages dans les parties. J'ai appris ça avec, des joueurs, qui étaient à fond là-dedans, et voilà, pour moi, c'est vrai que du coup, j'ai vraiment du mal à associer, un genre avec un type de jeu, aussi bien un type, de jeu, d'univers, de mécanique, et cetera, qu'un type, de jeu, au sens du roleplay, en fait. Donc j'avoue que j'ai du mal, à voir, voilà. Après, en tant qu'autrice, je me rends compte, que, un petit peu engagée aussi, au niveau, féministe, je me rends compte que oui, moi j'ai des choses à dire là-dessus, et j'ai envie de faire des jeux là-dessus. J'ai envie de proposer des jeux là-dessus que certainement, des hommes ne proposeraient pas. Je pense, par exemple, au jeu que j'ai fait pour, le Game Chef, qui s'appelle, La Lune m'en est témoin, où, c'est un dialogue entre, une sorcière et son inquisiteur, et oui, là clairement, j'avais des choses à dire, niveau féminisme, niveau,
niveau perception, du sexisme, peut-être, que moi je peux dire parce que je suis une femme et je subis des oppressions que les hommes, ne subissent pas. Mais après au niveau du pardon, au niveau du jeu et des univers, je voilà, j'ai pas l'impression qu'il y a une perception différente, de mon côté parce que je suis une femme. OK. En tout cas, une expérience, quand même, plutôt sympa, en ce qui te concerne, Marianne, depuis toujours avec, des proches, des gens avec qui jouer qui étaient quand même attentionnés, respectueux, bienveillants, de ce respect de l'autre et de toutes ces considérations. Déjà un Ah petit peu précurseur. ouais, tout à fait et j'ai beaucoup appris, par rapport à ça. Notamment, outils de sécurité émotionnelle et justement, le fait d'être écoutée à table et à tel point que des fois, quand je me suis retrouvée dans des situations où, j'étais avec d'autres joueurs en ligne, d'autres communautés qui est un peu moins bienveillantes, je me suis retrouvée parfois, complètement, heu, enfin pétrifiée quand il m'est arrivé des situations, vraiment de malaise ou que j'ai été victime, de sexisme ou mes personnages parce que j'étais tellement pas habituée à ça que voilà, je savais pas comment réagir. Bah, du coup, c'est super que tu nous parles de ça, parce que ça nous permet enfin, ça me permet de rebondir directement, sur un petit peu la question suivante qui est, tout simplement d'amener, si tout le monde est OK, je sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à partager par rapport juste à un peu, par rapport à la place des femmes dans le jeu de rôle. Sinon, on va avancer pour amener des outils et de l'expérience. Arnaud, tu voulais dire quelque chose? Ouais, moi j'avais une anecdote qui est plus liée à la conception des jeux. Oui. Dans Donjons et Dragons première édition, donc les caracs étaient sur 18, comme toujours et pour la force, il y avait une exception, c'est que si tu avais 18 et que tu étais guerrier, tu tirais un pourcentage et ça te donnait un super bonus de force. Donc c'était, sur 100 et le rêve, c'était d'avoir 18 et 100 parce que là, tu avais un super, super bonus de force pour les dégâts, c'était trop bien. Et il y avait une exception dans l'exception, c'est que quand tu tirais ton pourcentage de force exceptionnelle, tu pouvais aller jusqu'à 100 si tu jouais un personnage masculin, mais bien évidemment, si tu jouais un personnage féminin, tu étais bloqué à 75, parce que c'est bien connu, les femmes sont moins fortes que les hommes. Et donc, j'ai une amie, mais ça date, hein, c'est dans les années 80, qui tire son perso, force exceptionnelle, elle est guerrier, donc elle tire son pourcentage, elle tombe sur 100 parce qu'elle a de la chance au dé. Et là, il y a un joueur qui lui dit ah bah non, tu peux pas, parce que toi, tu comprends, tu es une femme, tu peux pas avoir le maximum en force. Donc là, elle se lève, elle lui fait bah écoute, on va sortir, et puis je vais te montrer si une femme, ça peut pas avoir ça en force. Et donc il n'est pas sorti, hein, bien sûr. Et je pense qu'aujourd'hui, plus aucun concepteur de jeu n'oserait mettre dans un jeu que le maximum en force est différent pour les hommes et les femmes. Et ben voilà. Et ça, c'est une évolution plutôt positive, a priori. Tout à fait. Moi, j'avais aussi juste une petite remarque parce que Macalis parlait tout à l'heure de comment est-ce que elle avait été, enfin, il y avait la différence d'interprétation, comment elle était perçue. Moi, j'ai remarqué plein de fois en faisant. Moi, j'adore le jeu de rôle, mais le pur, hein, le roleplay pur, dur, où je me mets dans mon personnage parfois tellement que du coup, on pourrait croire que si je mets mon personnage en colère, ça pourrait être moi qui est en colère. Et justement, j'ai eu plein d'amalgames avec des situations où je dis hey, salut, ça va et la personne derrière me dit, mais à la fin de la soirée, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, hein, moi j'ai une copine. Ben oui, je sais, en fait. Moi aussi, j'ai un copain, mais c'est gentil. En fait, c'était né au personnage. Et, euh, et c'est même parfois le MJ qui dit alors en fait il vient de te voler ta bourse et tu viens de te rendre compte. Et je me suis levée en tapant du poing sur la table, limite en envoyant ma feuille balader, rends-moi ça. Et puis tout le monde qui était surpris et plein de petites situations comme ça où en fait comme on est une fille, si on joue certains côtés roublardise, j'ai l'impression que des fois ça pose enfin pas un problème, mais ça pose question. Un mec qui dirait à un autre salut toi ça va, ils vont rigoler, mais si c'est une fille qui dit au gars, ben en fait le gars peut se mettre à rougir, à bafouiller, même si d'habitude il n'y a pas de problème, il gère. Donc c'est assez rigolo. Ah, ça, tu as tout à fait raison. Ça fait beaucoup écho avec toutes les études, toutes les observations qu'on a par rapport
à tous les phénomènes à la fois de stéréotypes et de groupes sociaux. Il y a pas mal de bouquins. Il y en a un qui est assez intéressant, comme on dit, c'est Guyland, par rapport aux jeunes mâles américains, notamment. Le passage à l'âge adulte, tous ces principes-là, ou le fait d'être dans un certain type de communauté, avec effectivement une éducation spécifique, ça nous amène forcément à avoir des espèces de règles internes qui vont avoir un sens, mais uniquement pour notre communauté. Et ça, vous l'avez dans tout un tas de pays. C'est là où on retrouve des différences assez flagrantes sur des comportements ou tout simplement des phénomènes de croyance. Et au niveau national, on retrouve ça assez bien, hein. Vous regardez juste comment est traité, pour faire une aparté par rapport à ça, de la santé en Occident et en Asie. Le traité en Asie, c'est une santé qui est préventive. On va voir son médecin pour pas être malade. Et alors qu'en Occident, on a une santé qui est beaucoup plus traitée sur un mode curatif. On va aller voir notre médecin quand on va pas bien. Donc ça, c'est vraiment des phénomènes aussi qui sont liés, ces observations, comme tu dis, à des gros phénomènes sociaux et culturels souvent. Et effectivement, les femmes, on va pouvoir avoir dans certains milieux une idée que bah, elle est un petit peu, on a une idée préétablie, une espèce de schéma. Et dès qu'on amène quelque chose qui va sortir du schéma, qui sort un petit peu du cadre, on ne sait plus trop où se situer. Donc ça, c'est toujours très rigolo d'être observateur de ces phénomènes-là. Et après, justement, de pouvoir en échanger pour ouvrir un petit peu les esprits et déblayer les choses. En parlant de ça, d'ailleurs, juste une question qui me vient, parce que Macalis disait qu'elle n'avait pas, Marianne, pas du tout vu en fait de différence en termes de présence ou d'investissement des femmes sur certains types de jeux de rôle ou certains systèmes de jeu. Est-ce que vous avez l'impression, par exemple, qu'avec tout ce qui est arrivé en termes de courants alternatifs, avec des jeux qui sont beaucoup plus narratifs, où il y a peut-être beaucoup moins de jet de dés, etc., peut-être ça a amené quelque chose, il y a peut-être plus de femmes qui jouent là-dedans, ou pas du tout? Il y a vraiment une parité. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme sentiment par rapport à ça? Moi, c'était clairement par rapport à ça que je faisais une réflexion disant qu'il y avait des jeux plus féminins. Mmh. Je pense que de base, il n'y a pas de jeu pour femmes ou de jeu pour hommes, ni de type de mécanique pour femmes ou pour hommes. Mais clairement, en tant que femme, on est de manière générale moins habitué à tout ce qui est compétition, démonstration de force, que ce soit fort en gueule ou physiquement. On a une société qui bride un peu les femmes sur plein de points. Et donc, un jeu où on va jouer des super soldats de l'espace ou des Space Marines où on va jouer de la compétition ou de la trahison dans son groupe, des jeux qui vont demander énormément de ressources mathématiques ou des choses comme ça. C'est clairement des jeux que je taxe plus masculins, pas parce que c'est des jeux qui sont faits pour les hommes, mais parce que ce sont des jeux qui sont faits pour une éducation qui met en avant des qualités masculines. Et donc clairement, les filles se tournent moins spontanément vers ce genre de jeu. Ça veut pas dire que les mecs savent pas faire de roleplay, ça veut pas dire que les filles elles sont bonnes qu'à faire du drama. Je pense que tout le monde peut y trouver son compte, mais faut regarder la réalité en face. Quand tu es une femme, tu as tendance quand même, de manière générale, à vouloir t'intégrer dans un truc qui sera plus facile, plus accessible de base, même si on a des expériences plutôt positives. Moi, j'étais super bien accueillie dans mon groupe de GN quand j'ai commencé. Clairement, quand je participais à des tables de jeux de rôle ou que je faisais du grandeur nature, les gars font de la politique, de l'influence, du combat. Les femmes, elles font des trucs plus sneaky, plus dans la diplomatie ou la roublardise. Donc, il y a clairement une différence de traitement. Je te remercie. Alexandre? Bah, moi, je vais me mettre en pure contradiction, en fait, avec ce qu'a dit Tatiana. En tout cas, Pareil. en jeu de rôle sur table, en associatif, puisque en jeu classique, j'aime Mitsusi, toutes les joueuses sont venues, ont pris le plaisir parce que justement, c'est cette idée, je pense, de pouvoir s'envoler, de pouvoir faire quelque chose d'exceptionnel d'un coup avec les armes, ça leur a. Par contre, quand j'ai proposé des jeux un peu plus fermés comme De Mauvais Rêves ou Tour de Garde, là, j'ai moins rencontré de joueuses qui étaient dispo à le faire parce que justement, il fallait plus s'impliquer émotionnellement et c'est quelque chose que elles n'avaient pas envie de faire, en tout cas dans un cadre associatif. Je pense peut-être que en virtuel, les tendances pourraient peut-être s'inverser, mais je sais qu'en physique, bah, c'est un investissement elles n'ont pas été qu'elles ne sont pas encore prêtes à faire. En tout cas, dans ce que j'ai constaté dans mon asso, en tout cas. OK.
Kerry, tu voulais rajouter quelque chose? Ou Marianne? Moi, j'étais pas d'accord avec le côté compétition parce que en fait, à partir du moment où les joueuses et les MJ que j'ai croisées étaient en mode compétitif, avec un objectif en tête, on les arrêtait pas. Si elles voulaient être premières au tournoi et obtenir le bouquin qui était donné en lot, ou s'il fallait faire s'il y en avait une qui avait envie de faire une femme qui était guerrière de front et qui devait jouer des coudes avec les gros costauds qui connaissaient le médiéval, même historiquement parlant, eh ben elles hésitaient pas à aller au charbon. Et du coup, je pense que ça dépend beaucoup de la personnalité. Si on peut attribuer ça par rapport on va dire aux mentalités un petit peu des années 50 qui nous restent encore sur les bras avec les occupations d'avant, etc. C'est en train d'évoluer et je sais pas si je suis de la nouvelle génération de MJ et de joueuses, mais à chaque fois que j'ai croisé des nanas qui voulaient en découdre, c'était vraiment un gros esprit de compétition. Et donc du coup, j'étais pas tout à fait d'accord. Mais honnêtement, moi, je suis contente d'entendre que je me trompe selon les avis, mais après, je suis en train de suivre le chat du Twitch en même temps et je sais plus, quelqu'un disait plus haut que c'était 5 des MJ qui étaient des femmes. Je pense que les choses changent, c'est clair et c'est hyper positif et clairement, le jeu de rôle, c'est aussi ça, c'est une espèce de catharsis, pouvoir jouer une grosse brute, pouvoir être compétitive et pouvoir faire des trucs que dans la vraie vie, on s'autoriserait pas. Mais il y a quand même quelque chose à creuser du pourquoi est-ce que sur sa convention, il y a, 5 seulement de meneuses? Tout à fait. Hem, Moi, du coup, enfin, je voulais aussi intervenir par rapport à ce que disait, Tatiana. Je pense qu'en effet, oui, il y a certainement de toute façon des choses de notre éducation et des représentations des femmes dans la société qui sont intériorisées par les femmes elles-mêmes et peut-être qui jouent sur, les rôles qu'elles choisissent ou les jeux qu'elles choisissent, peut-être. Heu, Cela dit, enfin, voilà ce que c'est juste que moi je dois être des fois je me dis: C'est peut-être ma chance, je dois être dans une bulle ou un microcosme particulièrement bienveillant, j'en sais rien. Mais ouais, j'ai pas je pourrais pas dire honnêtement autour de moi, par rapport à des jeux parce que je pense à mes amis en fait IE qui jouent, vraiment à des jeux, de bourrins et qui se retournent vers là et je me pense à mes amis du JDR qui sont, dans les jeux narratifs, alternatifs, qui adorent, enfin je sais pas moi, les jeux en particulier, qui tissent des liens de relations amoureuses et cetera et ça je le trouve qu'avec eux. Alors que si je veux jouer à un jeu de bourrin, bah, faudra plus que je enfin voilà donc c'est je sais pas, je dois être dans une réalité alternative mais cela dit, je reconnais tout à fait et c'est vrai, les chiffres, mentent pas. Enfin, je voyais, Sandra dans le chat qui donnait des chiffres, précis pour, les conventions, qui disait que les choses évoluaient mais, très lentement, aussi bien pour les MJ, femmes que pour, les joueuses. Alors par contre les joueuses, là du coup ça évolue un peu plus rapidement. Mais voilà, enfin je simplement pour dire que tout est possible quoi. Moi je sais qu'au début de ma carrière, j'ai eu une classe, entièrement de filles en fait et je me suis rendu compte qu'il y avait pas, que je pouvais pas dire que c'était une classe de filles parce que c'est elles avaient toutes leurs, personnalités différentes, leur façon de s'exprimer et tout ça et en fait, elles avaient pas, de comportement différent par rapport à des classes plus masculines que j'ai pu avoir. Enfin je voilà donc j'ai du mal quand même à me dire que c'est pas l'individu qui prime, même si enfin je reconnais et je suis d'accord avec, Tatiana là-dessus qu'il y a vraiment des comportements, des représentations en tout cas et d'éducation, intériorisée, chez certaines personnes qui font qu'il y a des schémas qui sont reproduits, dans les jeux et par les personnages, choisis par des femmes et par des hommes aussi. Tout à fait. On me rappelle, en régie qu'il y a un giveaway,
pouvez gagner un guide de Dungeon World pendant la table ronde. Il me semble que pour participer, c'est la petite pause cadeau, c'est slash cyberconf tout attaché. Point d'exclamation, cyberconf tout attaché. Ça y est. De toute façon, sinon, le modération va vous remettre ça sur le chat aussi. Super. Je pense qu'il y a vraiment de tout, de ces 2 options, en fait, de ces 2 visions que vous parlez. C'est ni forcément toute l'une, ni forcément toute l'autre, parce qu'il y a effectivement, c'est ce qu'il y a de très, très, intéressant et très beau dans le jeu de rôle, c'est qu'il y a à la fois la personne, donc son identité propre et l'identité, de la table, en fait, l'identité du groupe et donc on va retrouver, les interactions de soi à soi et en même temps qu'est-ce qui se passe, en fait, dès qu'on est, confronté, ou en tout cas mis en interaction avec un groupe de personnes. Est-ce que ça vous dit d'avancer, de nous proposer, en fait, j'ai entendu tout à l'heure Marianne qui nous parlait de moments où elle était des fois un petit peu mal à l'aise dans des situations et où il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être qui l'a ramené. Est-ce que ça vous dit de passer un petit peu pour apporter aux personnes qui nous suivent sur Twitch et après en VOD sur YouTube des outils par rapport à vos expériences, justement, un petit peu des outils pour gérer toute cette expérience humaine qu'on va avoir, que ça soit donc pour apporter au MJ ou au PJ, hein, peu importe le sens. Qu'est-ce qu'on peut amener en fait pour faciliter tout ce qui est le lien avec l'autre, hein, toute la cohésion autour de la table, que ce soit en amont, pendant le jeu ou même après, ou d'autres types d'outils, donc ou des outils de cohésion, ou des outils de gestion de crise un peu quand une situation devient un peu plus explosive. Donc il y a du malaise, qu'il y a maintenant, on voit qui est beaucoup mis en avant, c'est la X-Carm dans beaucoup de jeux, même si il la propose pas. Il y a beaucoup de jeux récents où ils en parlent à minima. Donc qu'est-ce que vous auriez à leur amener comme outillage à toutes les personnes qui nous suivent actuellement? Je vais commencer si comme ça après tout le monde pourra compléter avec des choses bien plus intelligentes. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est juste une anecdote, c'est que la X-Card, on la voit de plus en plus et je trouve ça génial. Mais il y a clairement un truc qui, pour moi, n'avait jamais été évoqué et je l'ai lu, malheureusement, je sais absolument plus dans quel jeu de rôle, où il disait: «La X-Card, c'est bien, mais avant tout, vous faites une session où vous allez mettre plein de situations, des plus, bêtes, genre, une araignée géante, aux plus embarrassantes selon la sensibilité de vos joueurs, mais une espèce de jeu de session d'une heure pour du beurre, pour que tout le monde utilise sa X-carte une fois pour désacraliser le truc et que ce soit pas: «Oh mon Dieu, quelqu'un a sorti une X-carte, faut absolument qu'on arrête le jeu, qu'on voit si elle va bien» et vraiment pour rendre le truc tellement naturel que n'importe qui, dès un moment de malaise, dirait: «OK, là, c'est limite, est-ce qu'on peut un peu, faire redescendre la pression?» et que ça ne comment dire? Que ça ne retombe pas, de manière trop violente sur la personne qui l'utilise en disant: «Bah, non seulement je me sens mal à l'aise, mais en plus je me sens doublement mal à l'aise parce qu'à cause de moi, on interrompt le jeu». Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur le côté sacralisation de la X-Card et l'espèce de malaise qu'on peut induire à l'utiliser ou à pas l'utiliser, en fait, et le rapport aussi à l'autre dans le jeu de rôle. Très, très intéressant. Ouais, moi je suis assez d'accord, j'ai souvent ressenti ça et du coup à la fin du jeu, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire: «Ah bah là, à tel moment, j'ai failli utiliser la X-card et je l'ai pas fait» et du coup ça m'amène à parler d'un outil que moi j'utilise beaucoup, bah, justement parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai du mal en fait quand j'ai un malaise à m'exprimer, dessus en plein milieu du jeu au moment où ça se passe, parce que je mets pas toujours les mots et les sensations dessus, au moment M en fait et donc ben, moi je me suis intéressée, particulièrement à un outil, qui est le débriefing en fait, où, à la fin de la partie, on prend vraiment un vrai moment, tous ensemble, pour parler, de nos émotions, de ce qu'on a ressenti pendant la partie, de, ce qu'on a aimé, de ce qu'on a moins aimé, de ce qu'on va garder. Alors il y a plusieurs, techniques de débriefing. Hem, il y en a une, que j'aime bien, que maintenant que j'utilise, presque systématiquement, par exemple, c'est les stars and wishes. Donc les stars, c'est, on dit, ce qu'on a aimé et les wishes, on dit ce qu'on aurait aimé faire autrement, dire autrement, ce qu'on aurait aimé qu'il se passe autrement. Du coup, c'est une façon un peu, parce qu'on a aussi on a aussi d'autres techniques, de débriefing, par exemple comme la rose et les épines, où là, par contre, on va aussi dire les moments négatifs de la partie,
Pareil pour, le sandwich, en fait, on va enrober tout ce qu'on a vécu de négatif avec, une tranche de positif au début, et une tranche de positif à la fin. Enfin et les stars and wishes du coup, c'est plus positif pour tout le monde parce qu'on peut s'exprimer, mais sans par exemple, dire au MJ: «Bah, voilà là, tu déconné», et cetera. On lui dit: «Bah, voilà, moi j'aurais préféré que tu fasses ça». C'est une technique, peut-être de communication un petit peu plus douce et qui permet aussi de garder les choses, apaisées à table. Et moi, le débriefing, pour moi, c'est un moment très important parce que justement, quand j'ai ressenti une situation de malaise à table, bah, c'est là où je peux m'exprimer parce que sur le moment, j'ai pas pu. Soit que j'ai pas pu mettre les mots, j'ai pas pu mettre les sensations dessus, comme je disais tout à l'heure, soit que comme dit Tatiana et ben, j'ai pas voulu utiliser la X-card ou j'ai pas voulu interrompre la partie parce que je me suis dit que j'allais casser, la vibe de tout le monde et que ça le ferait pas quoi, en fait. Tiens, d'ailleurs, sur le chat, je vois, on m'a informé qu'on nous va demander, il y a des personnes qui sont pas forcément au fait de qu'est-ce que c'est la X-card? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite, nous présenter, lui, ce que c'est, pour cette personne, la X-card? Bah, Ça la serait X-card, en fait, c'est un alors ça dépend quand on joue en ligne, on peut juste mettre un X, mais on peut aussi avoir une carte virtuelle avec un X marqué dessus et puis enfin quand on est en face à face, on a une carte, avec un X dessus, qui est au milieu de la table et en fait, quand on touche ou quand on brandit, dans les cas les plus graves, cette carte, c'est, qu'en fait on souhaite, que, la description d'une scène s'arrête et même que cette scène, soit, complètement effacée en fait de la partie et donc après ça on reprend, la partie comme si, la scène, le moment, qui a gêné la personne qui a utilisé la carte X n'avait pas existé. Yes. Moi je, tu vois, sur l'Icecard, je c'est vrai que comme beaucoup de personnes, alors peut-être pas tout le monde ici, mais comme beaucoup de personnes, j'étais assez réticent, sur l'utilisation dans le principe d'outillage pur et dur. Parce que du coup, ça réduisait, tout l'apport humain et en fait tout l'être, toute la sensibilité, tout le regard et la vigilance qu'on doit avoir à la personne à un outil. Et de manière très personnelle, le jeu de rôle, vu que c'est quand même de l'activité avec d'autres personnes, si par rapport à soi, on n'est pas déjà au clair avec le fait qu'il faut être respectueux et bienveillant vers les gens qui nous entourent et qu'on a besoin d'un outil pour nous rappeler déjà qu'il faut être respectueux et bienveillant, il y avait un truc qui allait pas. Et du coup, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup aidé, pour, l'utiliser et la proposer de manière aussi, complètement régulièrement et quotidiennement, c'est aussi de ce fait de dire que la Xcard, au-delà, donc je parle pour les gens qui pourraient être réticents, au-delà en fait d'être un outil qui peut être pris comme, ça va, un petit peu arrêter l'action, ça va brider, un certain élan créatif ou peu importe qu'on peut y mettre, c'est surtout le moyen pour une personne d'exprimer que quelque chose ne va pas. Peu importe où ça se situe, que ça soit autant dans le domaine des pensées que dans le domaine des émotions, qu'à un moment donné, dans tout ce qui est exprimé, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour moi un outil qui est vraiment très, très intéressant pour ramener et rapprocher justement toutes les personnes qui sont autour d'une table vers l'objectif qu'on a tous quand on fait du jeu de rôle. Déjà, c'est s'amuser, passer un bon moment les uns avec les autres et partager et se découvrir. Donc c'est vrai que j'amène beaucoup cette vision-là pour dire c'est pas un outil qui est là en fait pour dire stop et qui est là pour empêcher les gens de s'exprimer. C'est justement pour réapprendre d'une certaine manière à s'exprimer, tout en étant respectueux et bienveillant des uns et des autres. Alors, excuse-moi, du coup, je voulais Je t'en réagir, prie. sur ce que tu disais. En fait, la X-card, dans l'esprit dans laquelle on l'utilise et elle a été créée, c'est vraiment, heu, on n'est pas censé justifier, en fait. Ah oui, Mais bien par sûr. contre, ce que tu décris, c'est quelque chose, que Ben Lehman a développé dans un article, d'un MJ qu'il avait, mis en place, et il avait été particulièrement, heu, comment dire? Bluffé par cette technique, de sécurité émotionnelle parce que, hem et elle racontait qu'en fait,
elle avait un, comment dire? Un problème de syndrome post-traumatique et que, du coup, c'était difficile en jeu, de pas se bloquer complètement et donc la et elle avait besoin de parler quand il avait un problème en jeu et en fait, du coup, ça porte un nom, en fait, cette technique justement d'interrompre tout et de se concentrer sur les sentiments de la personne qui a un malaise, d'essayer de parler, à cœur ouvert, tous ensemble. C'est la technique, de Luxton, en fait. Donc voilà, tout ça pour dire que ça existait. Ah oui, il y a de toute façon tout ce qui est, tu vois, tu parlais de la technique du sandwich, toutes ces Oui. techniques-là, enfin toutes ces méthodes-là, la technique, tout ça en fait, il faut quand même, resituer le fait que c'est issu, beaucoup en fait de techniques thérapeutiques qui sont Mmh. utilisées, dans du traitement avortement. Donc, après, c'est sûr qu'avec, l'évolution, on va dire, de la société, avec le temps qui passe, c'est remis au goût du jour. On change les choses et c'est super parce que ça permet de revulgariser et de ramener un petit peu des outils qui sont, parfois un petit peu poussiéreux, quand on va l'utiliser professionnellement. Donc ça, c'est très, très intéressant et bien Ouais. sûr, tu as tout à fait raison de préciser que, dans la ISCARD, en fait, quelque chose qui est très intense, c'est ce côté de respect, en fait, de ce qui se passe pour l'autre et comme on sait déjà dans cette manifestation qu'il y a un truc qui va pas, c'est pas du tout le moment, forcément de manière opportune et appropriée, d'aller appuyer encore plus. Ah, mais il y a un truc qui va pas, c'est quoi? C'est quoi? C'est juste, OK, il y a quelque chose qui va pas, on le prend en compte, on respecte ce truc-là et donc, on va plutôt s'orienter vers, OK, ben, comment on fait pour que ça aille bien? On avance et tout est OK. Mmh. Qu'est-ce On vous écoute, les autres par rapport à des outils, des exemples, des choses que vous avez pu mettre en place, que vous avez rencontrées dans vos expériences, par rapport à un peu plus de cohésion pour, gérer justement, des situations explosives? Oui, alors moi je suis très attaché en fait à la circulation de la parole. Je trouve que enfin ça me paraît une évidence quand je le dis comme ça, mais moi je suis souvent confronté, à des ambiances, un peu, chaotiques autour des tables, des gens qui se coupent la parole et je pense que c'est enfin moi en tout cas le premier outil c'est, d'apaiser, la circulation de la parole. Quand il y a un joueur ou une joueuse qui parle, bah, il y a que lui ou que elle qui parle et moi en tant que MJ, mon boulot c'est de rester sur cette personne et de pas me laisser capter par quelqu'un qui lui couperait la parole. Et l'autre chose à laquelle je suis très attaché, c'est que quand un joueur propose une action, c'est de pas la résoudre tout de suite, mais d'abord de solliciter chaque autre joueur et chaque autre joueuse pour que chacun puisse proposer aussi une action. Et ensuite, je résous les actions de tout le monde. Comme ça permet à tout le monde d'impacter sur la partie et de participer à la partie. Voilà. Puis après, il y a la règle du chacun joue son personnage, parce que plusieurs fois, j'ai été confronté à alors, voilà, le coup classique du couple qui vient à la table parce que monsieur est joueur et madame l'accompagne, si j'ose le dire comme ça. Et ça m'est arrivé plusieurs fois que le garçon veuille jouer le personnage de sa copine à sa place. Et ça, juste, c'est pas possible, en fait. Donc, chacun joue son personnage. Et même quand c'est une mauvaise idée, ou même quand ça n'a pas forcément de rapport avec l'histoire, et personne prend le contrôle d'un autre personnage en pilotage automatique, quoi. Voilà. Tellement d'accord. Tellement Tout à d'accord. fait. C'est ça qui est intéressant, quand vous exprimiez au début le fait de sortir de sa zone de confort aussi, de travailler son expression parce que, enfin moi je sais que j'ai observé parfois justement des joueurs qui étaient un peu plus timides et si on avait, une ou un MJ qui était pas là justement pour canaliser un petit peu les autres joueurs qui avaient un petit peu leur idée ou quand il y a un nouveau joueur qui arrive dans un groupe qui est déjà préétabli, il dit: «Beh, moi j'aimerais bien faire quelque chose s'il vous plaît» et tout le monde dit: «Non, on va faire comme ci, on va faire comme ça» et il y a un peu un éloignement, une dissociation de la parole qui est pas forcément super. Et c'est vrai en tant que MJ, je pense que c'est intéressant de voir donc des MJ qui vont être vigilants par rapport à ça. D'autant plus que enfin moi, ce que j'ai pu constater dans d'autres aspects de ma vie, c'est que euh, je sais pas trop comment le dire, mais entre guillemets, la première règle de tout groupe social à peu près apaisé, c'est la discipline, si on peut dire, sur la parole, hein. Si tu peux même pas t'exprimer sereinement, tout le reste après fout le camp et
enfin, je trouve en tout cas que c'est très compliqué de construire de la cohésion ou simplement du plaisir de jeu, si, tout le monde peut se couper la parole, n'importe quand, n'importe comment. Tout à fait. Alexandre, je crois que tu avais, il me semble, une info, on va dire un témoignage croustillant sur, des gestions de situations un peu particulières, donc quelque chose qui t'est arrivé? Oui, voilà, bah, c'est quelque chose qui s'est passé il y a quelques années et c'est d'ailleurs ce qui me fait dire que l'ice card, c'est bien, mais c'est pas la solution miracle. On était tranquillement en train de jouer à une partie de Polaris, donc jeu de SF, sous-marin. Donc j'étais MJ, j'essayais vraiment de mettre dans l'ambiance les joueurs en parlant vraiment donc de la sensation de confinement, Mmh. de la sensation d'avoir toute cette poids d'eau sur cette petite plaque de métal qui les enferme et soudain, bah, on a remarqué qu'il y avait un des joueurs qui est devenu très, très pâle. Et là, d'un coup, il s'est levé de la table, il s'est excusé et il est sorti, il a foncé, directement, s'enfermer dans les toilettes. On n'a pas bien compris ce qui s'était passé, donc on a suspendu un petit peu la partie, on a été voir ce qui se passait et là, en fait, on a découvert qu'il se faisait une super crise de panique et le problème, c'est qu'en s'enfermant dans les toilettes, bah, il s'est bloqué la porte. Donc, c'était quelque chose qui était très difficile à régler parce que, bah, déjà, il était en situation de stress et quand en plus il s'est enfermé là-dedans, qu'il était complètement bloqué, on n'en pouvait plus. Donc, ça a été très difficile, il a fallu qu'on arrive à le sortir de là très rapidement, pour qu'ensuite il puisse se calmer, pour qu'ensuite on puisse, l'aider à se calmer et donc c'est pour ça, moi, je dis que, le que l'ice card, c'est bien, mais qu'il faut vraiment pas s'en servir que comme seul outil. Il faut vraiment tout encadrer autour et moi, c'est pour ça, j'insiste beaucoup sur le système des lignes et des voiles pour vraiment cibler dès le début de la partie, bah, avant même le début de la partie, ce qu'il ne faut surtout pas aborder comme sujet, ce qu'il faut vraiment éviter. Et en effet, les phobies de toutes sortes, il faut vraiment y penser. C'est des choses qui peuvent vraiment vous flinguer la table, la partie, et ainsi de suite, et vraiment bloquer des personnes parce que tout le truc après, ça a été après la crise, ça a été vraiment de lui faire comprendre qu'il n'y avait pas de souci et tout, et de faire en sorte que tout le monde accepte ce qui s'est passé, accepte, comprend ce qui s'est passé et qu'il n'ait pas de ressenti, ne juge pas la personne pour vraiment lui permettre de revenir dans de bonnes conditions plus tard sur d'autres jeux. Hem, Oui, on t'écoute. oui, parce qu'en fait, je surveille un peu le chat et je vois que Ouais, justement qu'il y a pas mal de questions et de remarques sur, les lignes et les voiles. Donc du coup, je vais rebondir un peu sur, ce que disait, Alexandre et il y a quelqu'un en particulier qui demandait ce que c'était, donc peut-être, le dire. Alexandre, tu veux ouais, peut-être l'expliquer? vas-y. Oui, bien sûr. Donc, ligner les voiles, en fait, c'est un petit système. Ça permet de dire, par exemple, une personne dit: «Moi, je veux absolument pas qu'on parle de ça», donc c'est ce qu'on appelle une ligne, quelque chose à ne pas dépasser. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont dire: «Bah, ça, telle chose, je veux bien le voir, mais je veux pas qu'on le joue, je veux pas que ça rentre dans le jeu». Donc là, c'est ce qu'on appelle, on va mettre un voile pudique, en fait, pour ne pas, jouer la scène autrement que, par exemple, un petit jet de dés dans un coin pour ne pas, justement qu'il y ait de roleplay dessus ou que ce soit fait. Moi, Mmh. par exemple, des choses que j'interdis, c'est les interactions c'est, les jets de dés sur les jeux entre joueurs pour, s'imposer des choses. Ça, je veux pas. C'est au contraire, c'est des choses qui doivent développer en pur roleplay s'ils veulent faire quelque chose, mais jamais d'imposer à quelqu'un une décision ou quoi que ce soit. Ah c'est je trouve ça rigolo, c'est la première fois que j'entends une ligne sur, sur une mécanique de jeu. Je trouve ça intéressant, du coup ça me dit que je pourrais peut-être utiliser ça aussi. Moi, c'est plutôt, alors j'ai vu aussi quelqu'un qui disait, «Oui, mais je crois que c'est nihilisme, yes, but, with maracas», j'ai un nom un peu compliqué, qui disait que des fois les lignes et les voiles, ça pouvait amener à révéler des choses, peut-être, trop intimes sur soi. Hem, Moi, je pense pas parce qu'il suffit juste de dire les choses, on n'a pas besoin de se justifier.
Moi, par exemple, je dis: «Ben, je veux pas d'agression sexuelle et ni de violence, sur les enfants, pas de torture» et voilà, je laisse, enfin si et ça n'indique absolument rien sur moi ou si les gens veulent se faire des idées par rapport à ça, c'est libre à eux, mais voilà, moi je me justifierai pas, sur mes lignes ni quoi et je trouve ça bien les lignes et les voiles parce que c'est une sorte de d'assurance, en fait, avant la partie. De se dire, «Ah bah, voilà, on a fixé ça, donc maintenant je suis sûre que ces sujets qui me gênent, soit ils seront pas abordés, soit on les passera rapidement avec un fondu enchaîné, si c'est une voile» et du coup, ben, voilà, c'est quand même une assurance de début de partie de se dire, je a priori, heu un bon nombre de conditions sont réunies pour mon confort de jeu et pour mon bien-être et pour celui de tous, puisqu'évidemment les lignes et les voiles, on demande à tous, hein, de les fixer et du coup, je pense que c'est un bon outil et un autre qui, à mon avis, est complémentaire, c'est, le contrat social en début de partie. Que, tous les joueurs prennent un petit temps, pour, parler ensemble de ce qu'ils attendent du jeu, de la partie, l'esthétique, est-ce qu'on va jouer, plutôt, beaucoup avec les dés ou, est-ce qu'au contraire on a envie de faire, du bon roleplay, et cetera? Pour que, tout le monde soit, un peu d'accord sur, le futur déroulement de la partie et qu'on soit un peu tous en phase, sur la même longueur d'onde. Je pense que les fois où j'ai fait ça, honnêtement, ça a été, parmi les meilleures parties de ce que j'ai pu vivre en jeu de rôle. Ce qui est intéressant que tu relèves et qui est, très important, c'est effectivement toute cette notion de quel est le cadre qu'on va déterminer ensemble et dans lequel en fait va s'inscrire, ce moment qu'on va vivre pour pouvoir se déplacer beaucoup plus librement, mais uniquement à l'intérieur de ce cadre. Et après c'est, une vigilance aussi au MJ en premier forcément et à toutes les personnes à la table pour être garant un petit peu de ce alors souvent, on dit MJ parce que c'est lui qui va les jeux de rôle qui sont dirigés, qui vont plus rythmer le déroulé des scènes en fonction de ce que vont faire les personnes présentes. Mais tout ce qui est les jeux narratifs ou qui sont inspirés ou c'est de la co-création, il y a vraiment une vigilance globale à avoir pour rester effectivement dans ce cadre et bien voir quand est-ce qu'on va déborder du cadre pour pas y aller et quelles sont en fait les zones un peu du brouillard de guerre qui vont être tout alentour où justement il faut ramener des choses qui sont un peu plus floues pour que ça passe. Arnaud, tu voulais dire quelque chose? Non. Non. Carrément. Je t'ai vu t'activer. Kerry, est-ce que toi tu veux partager un outil ou par rapport à de la cohésion ou aux situations un petit peu explosives? Ouais, avec plaisir. Alors, moi, pour la cohésion de table, en fait, j'ai, des questions-réponses. J'en pose 2 en début et en fin, que ce soit pour les one shot ou les campagnes. Après, j'adapte un petit peu. Heu, déjà pour vous expliquer comment j'en suis venue à me dire: «Quand je serai MJ, je ferai jamais ça». C'est que quand j'étais joueuse, je suis arrivée dans le club, en me disant: «J'espère qu'on va m'accepter comme je suis» et le contrat social déjà quand on arrive en club, c'est qu'il faut aussi accepter les gens comme ils sont, donc leur façon de maîtriser, leur façon de jouer et cetera et là, on peut rencontrer de tout, je suis arrivée un soir à une table où on a mis 2 heures à créer un PJ, Donjon Dragon 3.5 et on a mis 3 minutes à mourir. Donc la partie fut comment on dit, courte mais intense et en fait le plaisir tiré de cette expérience c'était un peu proche de 0. Donc du coup, je me suis dit: «Bah voilà, plus jamais ça». Donc déjà j'ai esquivé ensuite, cette table, enfin ce MJ en tout cas, parce que du coup on m'avait prévenu: «Attention, c'est un MJ à compteur». Je savais pas ce que c'était un compteur, hein, et on parle pas du compteur de Sombre où c'est fait pour. Là, c'était vraiment un MJ qui aimait collectionner les têtes de PJ, à sa à comme trophée mais j'ai eu de très bonnes expériences, hein, sur ENS, sur d'autres jeux, sur Polaris aussi et heu et du coup, quand je suis passée de l'autre côté du triptyque, je me suis dit: «Bon, ben, pour éviter ça et pour que tout le monde prenne, je veux que tout le monde s'amuse et que tout le monde prenne du bon temps, en début de partie, je demande aux joueurs s'ils veulent plus action ou plus enquête. S'il y a un petit peu de tout, ben, je fais un peu de tout et si c'est plus action, j'oriente,
mon scénario en fonction de ce que les joueurs ont souhaité. Parce que si c'est un scénario d'enquête et qu'on a 4 personnes qui sont accros à l'action, ben, je pense que dans 1 heure, tout le monde s'ennuie, tout le monde garde son téléphone et puis ben, plus personne va s'amuser. Donc pour éviter ça, j'ai ce petit outil. Enfin voilà, ce question-réponse tout bête. Ensuite, en début de partie, je fais faire un tour de table. Ça, en général, quand les personnes se connaissent pas, ça permet de détendre l'atmosphère, ça donne la parole au moins une fois à tout le monde pour que tout le monde puisse se présenter un petit peu dans sa manière d'être, puisqu'on on voit tout de suite les personnalités, celui qui aime beaucoup les détails, celui qui a déjà tout prévu dans son armement, mais pas dans le reste. Bon, c'est là qu'on repère un petit peu les petits détails pour la suite qui sont importants. Et à la fin, je fais, voilà, je demande ça vous a plu, hein, la base, et on fait un petit tour de action foireuse, action glorieuse. Et donc tout le monde repère ah bah moi j'ai bien aimé quand il est passé par-dessus le portail mais qui s'est empalé dessus, c'était trop drôle, ou les actions glorieuses, il m'a sauvé en me tenant dans les bras en volant par-dessus tout le monde, c'était génial, et il y a les actions foireuses qui sont relevées, très 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 drôles. Et la dernière question, du coup, après ça dépend si c'est en campagne ou en scénario. Voilà, comme les filles l'expliquaient un petit peu plus tôt, c'est pour clôturer un peu le contrat social, qu'est-ce que vous attendez pour la prochaine fois, et quelles sont les choses à faire ou à pas refaire, etc. Voilà, en terminant si possible sur une note positive. Je te remercie. Donc pas mal, beaucoup de dialogues, d'échanges, hein. C'est ce qu'on observe, enfin, c'est ce que je vois aussi sur le chat Twitch. Il y a beaucoup de gens qui, comme tu l'as dit, font des phénomènes de feedback où il y a souvent une interaction, une communication un peu perpétuelle avec le MJ en passant des petits mots, ou quand on va être sur une table virtuelle justement par des MP. Arnaud, tu voulais intervenir. Oui, du coup, j'ai réfléchi et les différentes interventions m'ont conforté dans quelque chose dont je suis convaincu par rapport à la conception des jeux, c'est que par rapport à toutes ces problématiques de contrat social, je pense que c'est important qu'un jeu annonce clairement la couleur de sa proposition, voilà, sur les ambiances, les thématiques du jeu, le degré de, comment est-ce qu'on peut dire ça, de technicité des règles, etc., et que ce soit même enfin, formellement très clair, genre sur la 4e de couverture et dans les 3 premiers paragraphes du texte du jeu. Et puis ça me conforte aussi dans l'idée que quand on écrit un scénario de jeu de rôle, les 15 premières minutes de la partie sont super importantes pour placer l'ambiance, placer les enjeux et donner envie aux joueurs de jouer le scénario en fait. Voilà, je pense que voilà, moi, j'analyse tout ça avec mon prisme de, de, de concepteur, et je me dis oui, c'est vraiment des choses auxquelles il faut faire très attention pour justement après faciliter la tâche au MJ dans la gestion de ce contrat social et dans la gestion des attentes des joueurs, quoi. Oui. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que je me souviens d'un échange ici ou ailleurs par rapport justement à cette notion d'amener de l'information aux gens qui vont acheter un jeu de rôle. Et sur les jeux de société et sur plein de médias comme ça ludique, on va trouver de l'iconographie pour dire pour combien de joueurs, combien de temps ça prend, est-ce que c'est compliqué, quel est le type de public, comme un peu la notion PEGI par exemple sur tout ce qui est film et jeux vidéo. Et c'est vrai que dans le jeu de rôle, on n'a pas forcément encore cet automatisme, il n'y a pas quelque chose enfin, je sais pas, à ma connaissance, qui soit un peu trop de cet ordre-là et qui soit de manière assez vulgaire. C'est vrai. Ouais, alors Marianne. ouais, du coup, non, je suis assez d'accord avec Arnaud, et du coup, je pense que c'est quelque chose qui se fait beaucoup ça, de et enfin dès le pour les jeux alternatifs, je vais y arriver, désolée pour le bafouillage. Hem et je pense que ouais, dans les pratiques d'écriture, des jeux alternatifs, c'est quelque chose qui se fait, facilement et souvent parce que, c'est des, expériences en fait souvent, dans des univers, justement, cadrés, des expériences très précises qui sont proposées. Et je pense, bon, alors c'est des jeux, un peu,
voilà, mais les PBTA, les jeux, propulsés par l'apocalypse, hem, c'est intéressant parce qu'il y a toute une construction de world building au début de la partie et quand on fait son personnage, on le construit en rapport avec les autres parce que souvent il y a des, relations dans les livrets qu'on doit, tisser avec les autres, donc des relations toutes faites. On doit dire, je pense à Apocalypse World, dans certains livrets, quelqu'un t'a vu dormir et donc du coup tu es enfin tu te sens vulnérable, à ses yeux et cetera. Enfin c'est un exemple. Et on doit définir en début de partie qui est la personne, qui t'a vu dormir et auprès de laquelle tu te sens vulnérable et donc ça fait comme un espèce de petit contrat social, en fait, au début de la partie parce que justement les joueurs, tissent des liens entre leurs personnages et décident ensemble, de l'univers dans lequel, leurs personnages vont évoluer avec le world building et je trouve que c'est un peu un exemple, du genre, pour des campagnes, réussies. Je te remercie, tu as tout à fait raison. Hem, sur le chat, je vois parce qu'il y a pas mal de personnes, je pense, à Marianne, à Kerry, Tatiana aussi, parce que tu as commencé là-dedans, qui connaissent pas mal le GN et c'est vrai qu'en GN, souvent toutes ces réflexions sur, justement le rapport à la violence, ce qui manque, dans le jeu rôle papier va être amené quand même par l'organisation. Il y a quelque chose en termes des chartes qui sont quand même, bien ciblées. Je sais pas qu'est-ce que vous avez à apporter par rapport à ça? De mon expérience en Belgique, on a quand même pas mal d'associations, assez actives sur le sujet qui essaient de pousser justement, la réflexion. Il n'y a pas d'obligation de sécurité émotionnelle, de white room ou de n'importe quoi, mais il y a clairement une réflexion qui se fait à la base, en amont déjà de la base, de la part de la Fédération belge de jeux de rôle grandeur nature. Et il y a tout un tas d'outils différents qui sont utilisés et qui en tout cas sont proposés, mis à disposition des joueurs en disant: «Ben voilà, si vous abordez telle thématique, vous pouvez utiliser tel ou tel outil pour essayer de mettre vos joueurs à l'aise. Le but étant pas de faire une expérience aseptisée, mais une expérience de jeu où tu peux faire du mal au personnage, mais tu peux pas faire de mal aux joueurs. Et je crois que c'est ça le problème de certains créateurs de jeux ou meneurs de jeux, c'est se dire mais en fait j'ai rien le droit de faire, mais c'est pas vrai. Tu peux faire ce que tu veux du moment que tu prends en compte le fait que c'est une personne qui t'a rien fait, avec qui tu joues et tu dois pas la mettre mal à l'aise, ni la traumatiser, ni la choquer. Tu peux faire ce que tu veux de son personnage tant que la personne en face de toi est d'accord et adapter ton jeu en conséquence. Mmh. Yes. Il y a d'autres apports par rapport à ça? Allez, bon, Ben, oui? ouais, non, juste, moi, c'est juste une petite remarque, c'est que, pour la sécurité émotionnelle, j'ai beaucoup appris, du GN et je trouve que le GN est vachement en avance, sur, les outils de sécurité émotionnelle par rapport au JDR. Alors, c'est pas forcément les mêmes, mais, en tout cas, c'est vrai que quand on voit ce qui peut être mis en place sur un GN, ben, ça donne envie de proposer, tout un panel d'outils aussi, aux joueurs et aux joueuses de jeux de rôle sur table. Après ils sont, forcément obligés parce qu'il y a en termes de contexte, comment on va vivre, tu as quand même une projection, mentale qui est, à 100 dans le truc parce que tu vas t'habiller, tu vas vraiment complètement interpréter à certains moments et du coup ce phénomène de dissociation, de distance qu'on peut mettre quand on est autour d'une table avec, sa feuille de papier, et son crayon et ses dés est pas du tout pareil donc c'est très intéressant, aussi de voir qu'ils sont en avance et c'est beaucoup en lien parce que là, du coup, on se touche et même on va se taper dessus parfois donc ça y joue un peu, je pense. Mmh. Mais je me permets juste une parenthèse, enfin, peut-être que c'est moi qui suis ignorante, mais en jeu de rôle sur table, j'ai jamais vu aucun outil pour, par exemple, simuler des relations, d'amour ou des trucs que tu vois dans le GN. Il y a une technique qui s'appelle l'Ars Amandi, c'est Mmh. une des nombreuses techniques qui permettent d'écrire des scènes, d'amour ou des scènes sexuelles. En jeu de rôle sur table, j'ai jamais vu ça. Après, je fais du mainstream, peut-être que ça existe et que je ne le sais pas, mais rien que ça me pose question. Ouais, Il y tout a à il mmh. Vas-y, je t'en prie. Non, non, c'est vrai et qu'ils ont des outils qu'on n'a pas et qu'il faudrait qu'on ait. Donc c'est pour ça que je dis qu'ils sont en avance et qu'on peut beaucoup s'inspirer de ce qu'ils Il y a une font. vraie vulgarisation, des outils dans le GN.
dans le jeu de rôle, il y a quelque chose, j'ai l'impression, en tout cas de ce que j'ai pu observer, de plutôt, voilà, on va voir des JDR qui sont vraiment orientés que sur parler de sexe ou ceci, cela. Du coup, ils mettent en place des systèmes ou quelque chose, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une vulgarisation et quelque chose qui est quand même un peu plus cool pour tout le monde, comme un socle de base. Ah, mais ça, c'est sûr qu'il y a un manque flagrant. Merci déjà pour ça. On arrive tout doucement vers la fin de la table ronde. On va encore échanger sur une question. Après, on va revenir sur les questions publiques. Donc, si vous avez encore d'autres questions, merci de nous les partager ou de nous les ramener si on est passé à côté. On va revenir sur une question de BSLN notamment. Et on fera en même temps, quand on arrivera à la fin, on fera le tirage au sort pour le giveaway sur Dungeon World. Avant de terminer, donc je vais revenir avec vous, si vous le voulez bien, sur amener peut-être des clés, des outils, des conseils, un peu plus orientés, parce qu'on en a parlé forcément, c'est comment on va pouvoir intégrer avec plus de bienveillance, avec plus d'intelligence aussi, des femmes sur une table de jeu de rôle. Par exemple, quand on va être un groupe d'hommes plus ou moins néandertaliens, ou tout simplement les points de vigilance qu'il va y avoir à garder par la suite. Alors, ça peut être tout simplement des points de vigilance ou quand on est un homme et qu'on joue avec des femmes, ou bien aussi quand on est une femme et qu'on veut jouer avec des hommes, et comment aussi est-ce qu'on peut réagir, qu'est-ce qui serait utile de faire en fonction des réactions, parce qu'on a vu, on a entendu Kerry par exemple quand elle a parlé de son MJ que tout le monde a envie d'avoir, qui s'amuse à massacrer tous ses joueurs pour le plaisir. Donc forcément on va se retrouver sur des sujets comme ça avec des personnes en face qui sont ultra réfractaires et qui vont pas du tout avoir envie de se responsabiliser. D'ailleurs, quand on commence à parler de responsabilité dans tous les milieux, hein, mais donc milieu du jeu de rôle inclus, les gens peuvent rentrer en réactivité absolue. C'est si tu prends mal ce que je suis en train de te dire, c'est parce que tu es trop faible. C'est un petit peu simpliste et c'est quand même beaucoup de déni sur sa propre responsabilité quand on sait comment ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que vous pourriez amener sur voilà, des clés, quelque chose d'intéressant et de la vigilance quand on a envie justement de faire intervenir, de jouer avec des femmes, en tout cas quand par exemple, on a une compagne ou on a des amis femmes qui seraient intéressées, mais qui osent peut-être pas trop parce qu'on est une bande de copains et on sait qu'elles demandent de temps en temps, mais on sait pas trop. Comment est-ce qu'on pourrait les aider de manière à pouvoir les inclure de manière bienveillante et intelligente? Rude question. Bah, du coup, puisque j'entends un silence, je vais le combler. Pour moi, il y a vraiment, un truc, essentiel, même 2, je vais dire. La première chose qui me paraît évidente, c'est, de traiter, les femmes, comme, d'autres êtres humains normaux parce que c'est ce qu'on est, en fait. Voilà, pas faire de différence, et la deuxième chose, c'est, quand il y a des dérapages à table et quand on en est conscient des remarques sexistes, des, façons différentes, de traiter les femmes, et bien, pas, attendre que ça passe en faisant le dos rond, mais, être là heu et relever ces remarques et les, et voilà, et faire en sorte qu'elles ne se reproduisent pas. Je te Voilà. remercie, Marianne. Quelqu'un d'autre a quelque chose à nous partager, à nous amener par rapport à ça? Alors, Ouais. d'expérience, du coup, je dirais que quand on. Alors déjà, tout à l'heure, j'ai vu une remarque très pertinente que j'ai pas relevée sur le coup et qu'après j'ai complètement oublié, mais qui me revient d'un coup. Quelqu'un qui a dit on ne responsabilise pas à 100% le MJ. Et c'est entièrement vrai. Il faut savoir que à partir du moment où on s'explose avec des personnes, qu'on accepte de faire du roleplay, que ce soit en GN ou autour d'une table, hein, parce que même autour d'une table, les mots restent les mots. Ils peuvent être aussi violents que tranchants, etc., que adoucissants. Il faut se protéger soi-même. Il faut connaître ses limites et il faut pas se forcer à rester pour faire bonne figure. Ça peut paraître bête dit comme ça, hein, mais je suis comme Mike Alice. Hein, je me suis retrouvée déjà dans une situation où qu'est-ce que je fais, et par comportement social, le mimétisme, on reste à table comme tout le monde et on dit rien, mais intérieurement c'est le feu, un peu comme la régie. et, euh, et puis en fait on est en panique à bord, mais on n'ose pas bouger.
Ben, protégez-vous déjà, parce que quand vous arrivez à une table, si vous sentez que c'est au-delà de vos forces et que vous ne trouvez pas les mots, faites comme bon alors ne vous enfermez pas dans les toilettes comme le joueur qui a été décrit par Alexandre, mais sortez juste, allez respirer 2-3 minutes et puis bah voilà, pensez à vous en premier. Hein. Vous êtes les premiers et les seuls, j'ai envie de dire, à savoir ce qui se passe dans votre tête. Et puis les gens ne sont pas devins, puis les MJ ne sont pas omnipotents, hein, ils sont pas au courant de tout et même les détails peuvent leur échapper. Donc on peut pas leur en vouloir à 100%. Même si bon, ils font attention pour la plupart. Hein. La bienveillance en plus est très souvent de mise autour de la table, même parmi les joueurs. Donc, et puis le deuxième conseil que j'ai, c'est que bon, bah, on a tout un peu vécu ça en tant que fille, hein, un petit peu je vais dire la balourdise, la maladresse qui peut y avoir des fois dans la bienveillance d'hommes qui savent pas trop comment s'y prendre. Faites la même chose. Hein, si vous savez pas trop comment vous y prendre, ça va être comme une première fois, ça va être mignon mais bizarre, et puis il faudra faire avec. Normalement, le dialogue c'est super important. Et si on passe à côté des messages non verbaux, eh ben il faut pas hésiter à essayer de mettre des mots dessus jusqu'à trouver les mots justes et que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe dans votre tête parce que personne peut le faire à votre place. Voilà. Merci Kiri. En tout cas, si vous restez enfermé dans les toilettes, n'y restez pas ad vitam. Mais ça peut être un premier stage de décompression si vraiment ça va pas justement avant un deuxième. Alexandre, toi, en tant que représentant de la jante masculine, qu'est-ce que tu aurais à apporter justement par rapport à cette question de ton point de vue? De mon point de vue, mais je vais reprendre vraiment ce qu'a Yann au début. Les femmes sont des joueuses comme les autres. Donc, même leur accorder une attention particulière, ça reste de la discrimination, même si c'est de la discrimination positive, ça reste de la discrimination. Donc, il faut vraiment les gérer comme des joueurs normaux, c'est normal. Et par contre, là où il faut être vigilant, en effet, c'est dans les préparatifs de partie. Moi, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est ce que je dis, aucun jet de dés pour influencer le comportement d'avoir un joueur par rapport à un autre joueur. Je vais donner un exemple, c'est pas avec une femme, mais j'ai eu le cas d'un joueur plus âgé qui ont été gay et donc d'être très intéressé par un autre joueur et donc a commencé à lui faire des jets de charme, des jets sur les charmes, sur la persuasion pour le forcer à jouer dans une optique qui l'intéressait plus lui qu'autre chose. Et donc, c'est des comportements qu'il faut faire attention. Et c'est pas fortement propre à un comportement lié aux joueuses, mais aussi aux joueuses en général. Aussi bien joueurs que joueuses, il faut faire attention dans tous les cas. Et je pense que c'est des comportements qu'il faut apprendre à appliquer, mais pas forcément quand on regarde les jeux, c'est un comportement qu'il faut faire de façon générale pour vraiment s'assurer un jeu dans de bonnes conditions, quelque chose de feel good, vraiment fixé. Il y a quelque chose d'intéressant qui m'a interpellé dans ce que tu as dit, c'est la discrimination positive vis-à-vis des femmes. C'est si on leur accorde plus d'attention, ça va pas, il faut les traiter comme le genre masculin. Donc moi, ça m'intéresserait juste par rapport à ce truc-là, cette idée-là. Mesdames, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que pour vous, c'est de la discrimination positive? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas par rapport à ça? Moi, je pense juste que si j'avais pas autant une grande gueule et un esprit revendicatif, clairement, j'aurais jamais fait ni de GN ni de jeu de rôle, tout simplement parce que quand j'ai commencé, il n'y avait pas ce côté discrimination positive, il n'y avait pas cette volonté d'accueillir des joueuses enfin, pas de manière expressément recherchée. Hmm. Du coup, ça me permet de rebondir sur la question qui avait été posée par BSLN. Donc, la personne justement amenait tout un tas d'arguments qu'ils pouvaient entendre par rapport aux tables de femmes qui qui peuvent se sentir plus ou moins intimidées par le jeu de rôle. Donc, il y avait dit par exemple le fait que l'image de la femme non leader, elle se mette elle-même des barrières du style j'y arriverai pas, et tout ce qui est charge mentale du type pas le temps avec le travail, les études, le ménage, les enfants. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que vous pourriez apporter enfin, en tout cas pour
changer, on va dire, cette vision ou apporter des réponses pour permettre justement d'avancer dans la pratique? Je vois qu'il y a Arnaud qui a envie de dire quelque chose. Oui, mais alors du coup, c'était sur l'ancienne question? Sur l'ancienne question, bah, on va juste demander s'il y a quelqu'un à amener sur cette réflexion-là par rapport aux interprétations et aux présuppositions que certaines femmes peuvent avoir dans le côté un peu intimidé par le jeu de rôle. Et après, on revient à toi, Arnaud. Bah, alors, je peux répondre Ouais. aussi, enfin, ça peut marcher aussi pour celle-là. Vas-y, on t'écoute. Après, il y a Marianne En qui, fait, qui moi, a parlé. les différentes interventions m'ont rappelé un débat qu'il y a dans le mouvement féministe, enfin, plus globalement, sur la question des réunions non mixtes. Et en fait, alors c'était plus une question qu'une intervention. Est-ce que ça se fait dans le jeu de rôle des parties non mixtes ou des parties où il n'y a que des joueuses? Et si oui, est-ce que ça a donné quelque chose d'intéressant? Alors, j'ai déjà fait une table avec que des filles. Et, euh, et en fait, je suppose, parce que du coup, on peut pas vraiment savoir, hein, on suppose que c'est comme quand les gars ne sont qu'entre eux. Je vais pas dire qu'il n'y a pas de limite, mais il y a une certaine aisance évidente qui s'installe avec un contrat social presque, j'ai envie de dire, presque acquis de base, où comme on a le même mode de communication et qu'on observe plus facilement le langage non verbal, eh ben on a une certaine aisance naturelle et au final on peut se découvrir des facettes de personnalité qu'on n'aurait pas cru voir à table et des actes et des actions de groupe, des cohésions et puis même un développement au niveau des personnages qui va au-delà d'une partie où on aurait pu avoir des hommes qui sont peut-être moins à l'aise sur le sujet ou pas intéressés. Après, on va pas dire, je vais en revenir à ce qu'il disait plus tôt, on veut pas dire que les hommes ne sont intéressés que par l'action et que les femmes ne sont intéressées que par c'est pas le cas. C'est juste vraiment au niveau communication, on sent qu'on a vraiment les mêmes canaux d'échange. C'est juste ça qui passe. Marianne, tu voulais nous partager quelque chose? Oui, du coup sur, les 2 questions, enfin l'intervention d'Arnaud et la question et l'intervention de Kerry. Alors, moi j'ai pas, du tout la même vision, pardon. Alors je pense que niveau, politique et dans un cadre, militant et pour parler, des soucis, sexistes ou des, soucis que les femmes, peuvent rencontrer au quotidien, des groupes, de parole non mixtes, c'est tout à fait, intéressant et c'est bien parce que les hommes, hein, clairement ont tendance à trop la ramener, hein, dans les problèmes féministes alors que, théoriquement ils ont rien à dire parce qu'ils ont pas vécu ça, mais ils devraient laisser parler les concernés. Bon, c'est mon avis, peut-être un peu tranché, mais voilà. Après, les groupes, non mixtes, en JDR par exemple, alors moi je suis très sceptique. J'ai fait partie aussi d'un groupe, enfin d'un groupe non mixte, de par la volonté, des organisateurs. Alors c'était pas du jeu de rôle sur table, c'était, du jeu de rôle grandeur nature. Dans ce jeu de rôle, honnêtement, justement, on n'a pas su du tout communiquer entre nous. Il y a pas eu de contrat, social tacite ou, d'empathie particulière et je crois que c'est un des jeux où j'ai fait la plus grosse crise d'angoisse de ma vie. Donc je crois que pour moi, en tout cas, l'expérience n'était pas du tout, concluante. Voilà, mon avis, mon expérience sur la question et pour répondre aux personnes, aux femmes qui sont un peu, qui peuvent se sentir un peu, comment dire? Dépassées par, le travail, les tâches ménagères, les enfants et cetera. Donc je joue, si ça peut rassurer, certaines, je suis, mère célibataire, d'une jeune adolescente. Je travaille à temps plein, dans un métier, très demandeur et j'ai, un agenda toujours très rempli, de jeux de rôle et d'écriture de jeux de rôle donc c'est possible. Voilà.
Je te remercie. Et c'est pour rebondir un petit peu, il y avait une question dans le chat déjà de Aaron Cam, auquel Alexandre avait amené un point de réponse qui était intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il y a un joueur ou une joueuse qui tente de s'imposer à une autre joueuse par les dés. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est Alexandre ce qu'il proposait qui était très intéressant, c'était qu'il avait déjà posé un cadre où il n'y avait pas possibilité entre PJ en fait de s'imposer à un autre par DGD. C'est que ça devait se résoudre par du RP, par de l'échange, et en fait par pour préserver justement une bonne ambiance et qu'il n'y ait personne qui se sente lésé. Il faut bien penser comment vous prenez vous-même le fait, ou quand vous étiez enfant notamment, parce qu'on s'en l'a tous un peu connu quand il y avait, enfin pour ceux qui l'ont connu, maman ou papa qui venait et on avait envie de faire quelque chose, il disait ben non, maintenant tu vas faire ça, c'est comme si, c'est comme ça et pas autrement. Donc il y a forcément de la frustration qui vient. Alors quand on est enfant, on sait bien de se frustrer un peu les enfants, à minima on va dire, pour gérer tout un tas de choses. Donc, mais quand on est enfant, on n'a pas du tout de pouvoir là-dessus, surtout quand il y a une question, parce qu'il y a toujours une réflexion par rapport à ça qui est de dominant-dominé. Il y a toujours une position haute et une position basse. Dans le jeu de rôle, on est quand même autour d'une table tous ensemble pour passer un bon moment. Donc, si on commence à induire, je pense, et à laisser se permettre dans les relations entre les joueurs, pas forcément entre les personnages, c'est pas la même chose, mais entre les joueurs, des ressentis, il y a quelqu'un qui prend du pouvoir sur moi, il me semble qu'il y a peut-être quelque chose qui est pas OK. Et ça rebondit aussi, ça fait écho à ce que disait Marianne sur on pense que tout va être OK, donc du coup, comme on est dans un groupe où on est censé être tout le monde OK, donc on fait pas de cadre social, on pré-cadre pas ce qui va se passer, et c'est là en fait où ça part dans tous les sens. Il y a vraiment cette notion de quand on ne sait pas, et pourtant c'est un peu simple, hein, c'est très très simple ce que je vais dire, et pourtant ça fonctionne très bien parce qu'on oublie beaucoup de le faire. Quand on ne sait pas, la meilleure des choses à faire, c'est de poser la question. Parce que bien souvent, on a l'impression qu'on va savoir exactement comment ça va se passer, ce que l'autre va penser, comment il va réagir. Et pour des choses parfois très simples, le fait de ne pas avoir posé une question, même évidente parfois, ça peut engendrer d'énormes quiproquos et beaucoup de problèmes. Et il n'y a aucune question qui est ou bête ou inutile. Les gens qui pensent que la question est bête ou inutile sont des personnes qui vont avoir peut-être un petit peu un problème avec la propre responsabilité et leur part de responsabilité dans l'échange. Il n'y a pas de questions bêtes, surtout quand ça concerne l'échange et le manque. Je ne sais pas ce que vous en pensez autour de la table. Pour ce que tu dis par rapport à la relation de domination que certains joueurs peuvent vouloir imposer sur d'autres, j'ai tendance à me dire que, comme n'importe quel type de jeu, si c'est consenti entre les joueurs, qu'ils pensent que ça peut amener du jeu autour de la table, qu'ils ont envie de faire en sorte que leur personnage joue cette relation, oui, tant que c'est Bien pas sûr, un joueur qui prend avantage sur l'autre, tout simplement. tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous souhaiteriez amener avant qu'on clôture tranquillement sur des clés, des outils ou un petit témoignage par rapport à ce moment qu'on a passé ensemble, Kerry? Oui. Moi, tout à l'heure, j'ai vu une question passer de visiblement un MJ qui avait à sa table un joueur qui essayait d'imposer à un autre un petit peu cette ambiance de charme, de séduction, jusqu'au point de peut-être pas savoir si ça devient RP ou pas. Alors, après, ce qui se passe entre les deux joueurs au niveau perso, s'ils veulent aller plus loin, ça, c'est pas au MJ de gérer. En revanche, si vous savez pas comment gérer deux joueurs à table, le plus simple c'est d'en attraper un. Ça, je l'ai fait il y a encore pas très longtemps. Vous en attrapez un, vous le prenez à part et vous lui demandez si ce qui se passe là, ça le dérange, s'il gère. Parce que bon après, s'il vous dit je gère et que vous voyez que ça continue et que ça pose des blancs ou quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas à y retourner. Hein. Faut pas que ça gâche le plaisir de jouer ni des joueurs, mais ni celui du MJ non plus. Et ensuite, vous faites la même chose avec l'autre, celui qui est insistant trop ou pas assez, ou qui veut des jets de charme et qui comprend pas pourquoi est-ce que ça peut être gênant ou pas. Et ben instaurez le dialogue. Et si vous voyez que ça continue, au bout d'un moment, finissez par faire vous allez devenir un peu le modérateur et vous les mettez face à la face l'un l'autre et vous leur dites si vraiment il y a pas moyen d'aller au-delà de ce genre de discussion en seul à seul, dites bon bah voilà, je veux que tu arrêtes, merci de ne pas recommencer. Et si encore une fois il y a, avec tout ça, avec toute cette bienveillance, ces échanges, ces dialogues, vous n'avez toujours pas trouvé de solution,
bah, le mieux, c'est après de détacher la personne qui est gênante. Hein. C'est triste à dire, mais ça peut arriver aussi. Hein, de la même manière qu'on peut se détacher d'un MJ dont les pratiques ne nous plaisent pas de contrat social quand on a besoin, ou tueur de PJ et que nous, on n'est pas là pour faire de la création de perso toute la soirée, eh ben, il faut aussi penser à soi et préserver son plaisir de jouer parce que ça reste un loisir. Je te remercie. Quelqu'un souhaite intervenir avant qu'on clôture tranquillement? On est tout bon. Bon, bah déjà, hop, un petit appel en live pour rappeler que c'est Chris Doc qui a gagné le guide de Dungeon World. On me signale en régie qu'on a tenté de le contacter. Donc, coucou à toi. Voilà, donc il va être temps de se quitter. Je tiens à remercier effectivement bah, toutes les personnes qui sont présentes sur le live, où que vous soyez sur la planète, bien sûr. Vous pourrez retrouver la table ronde en VOD sur YouTube, il me semble. On tâchera, je pense, de vous mettre tout un tas de liens avec les merveilleuses personnes qui ont participé aujourd'hui. Encore bravo à toute l'organisation de la Supercon, aux régisseurs, aux modérateurs. Un énorme merci à mes invités, Tatiana, Arnaud, Alexandre, Kerry, Marianne. Vraiment, merci beaucoup d'avoir répondu à ma demande et pour les apports et toute l'implication que vous avez dans le jeu et dans le milieu rôliste, hein, toute la richesse de cet échange. Je ne sais pas trop si on va avoir un petit salon pour papoter avec des viewers qui voudraient nous rejoindre derrière sur Discord. Alors peut-être sur un stand, faudra venir voir directement sur le Discord. Sinon, bah, profitez bien encore de cette dernière journée. Il me semble que derrière, ça va être une radio libre un petit peu avec Keffer. Et un peu plus tard, il y aura une autre table ronde sur JDR virtuel contre JDR IRL. Vous allez retrouver pas mal de visages connus. Je pense à un certain Oshad. Je vous souhaite une bonne fin de convention. Je vous dis encore merci, un grand merci d'avoir participé. Et puis, merci beaucoup. Allez, super.